Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, je vais commencer par vous faire une confidence. À l'annonce soudaine, très soudaine, de la dissolution, un de mes premiers réflexes a été de penser « Mais ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale qui est dissoute, mais c'est aussi l'Assemblée des idées. » J'ai redouté un instant que tout ce que nous avions construit pour ouvrir en grand les portes du Palais Bourbon puisse s'arrêter net. Et si je me suis représentée au perchoir, c'est donc aussi pour que cette politique d'ouverture se poursuive et pour que vous soyez toujours les bienvenus à l'Assemblée nationale. Car depuis 2 ans, c'est une vraie révolution copernicienne que nous avons ensemble initiée, la révolution de l'ouverture citoyenne à l'Assemblée nationale, avec le doublement des visites, l'accueil d'expositions d'art contemporain. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les 10 femmes des Jeux Olympiques qui sont dans notre cour d'honneur, ou les permanences citoyennes. Et cette Assemblée des idées est à l'avant-garde de ce mouvement. En 2 ans, nous en avons fait une véritable agora moderne où la délibération parlementaire s'entrelace avec la discussion citoyenne. Du logement à la justice sociale, de l'intelligence artificielle aux médias, nous avons abordé de multiples thèmes. Et ce soir, nous avons choisi la thématique de la parentalité. Parce que si élever un enfant est un défi, il est aussi temps d'élever le débat sur cette question. Pendant longtemps, la France était présentée comme une exception démographique en Europe, avec l'Irlande. Mais soyons lucides, cette exception française n'existe plus. Certes, notre hiver démographique n'est pas aussi glacial qu'en Italie, où l'indice de fécondité plafonne à 1,25 enfants par femme. Mais la tendance est implacable. L'indice de fécondité de 3 enfants par femme en 1975 et de 2,03 en 2010 a chuté à 1,68 en 2023. Nous sommes passés sous la barre du renouvellement des générations, malgré tous mes efforts personnels pour inverser la tendance, puisque, comme vous le savez, je suis maman de 5 enfants. Et c'est d'ailleurs une question que m'a posée Gabin sur Instagram, mais comment être à la fois maman et présidente de l'Assemblée nationale ? Eh bien, pour reprendre le titre de notre Assemblée des idées, ce n'est pas mission impossible, mais c'est un défi qui exige beaucoup d'adaptation et beaucoup de compromis. Mais après tout, la vie, qu'elle soit familiale ou politique, n'est-elle pas une longue suite de compromis ? Certains pourraient cependant objecter que si les cigognes sont au chômage partiel, c'est parce que le désir d'enfant s'est envolé. Mais en réalité, cette non-parentalité apparaît plus subie que choisie. Le nombre d'enfants souhaités par femme reste à 2,27, bien au-dessus des 1,69. Et oui, avoir un enfant fait toujours rêver en France. Et c'est aussi ce que vous nous avez dit sur les réseaux sociaux. Juste avant l'événement, je vous ai demandé sur Instagram ce qu'évoquait pour vous être parent. Et la réponse qui arrive en tête, avec la majorité absolue des voix, c'est qu'être parent, c'est d'abord avoir les étoiles dans les yeux. Mais vous avez été également très nombreux à me dire que être parent était aussi un rêve inaccessible. Maureen m'a dit par exemple que c'est trop dur d'avoir des enfants en France. Ou encore Emeline, mais comment rendre cette équation réalisable et nous permettre d'être des femmes et des mères épanouies ? Eh bien, Emeline, même si j'ai fait des études de droit et pas de maths, je peux bien vous aider à résoudre cette équation. Une question s'impose donc. Pourquoi ces renoncements à fonder une famille ? Les raisons en sont multiples. Comment concilier vie pro et perso ? Rencontrer la bonne personne, manque de crèche, angoisse écologique, coût du logement, notamment en Île-de-France, où chaque naissance pousse les parents 10 km plus loin de Paris. Et n'oublions pas les inégalités entre les femmes et les hommes. L'économiste américaine Claudia Goldin, prix Nobel d'économie l'an dernier, l'a démontré. Un partage plus équitable des tâches domestiques renforce le désir ou la possibilité d'être parent. Ce débat pose donc également des questions essentielles sur notre modèle social. Comment ajuster nos politiques publiques, allocations familiales, accès à la garde d'enfants, au logement, pour que la parentalité ne soit pas un parcours du combattant, mais un parcours de vie, un parcours choisi ? Comment mieux tenir compte de l'évolution de la parentalité ? Car il n'y a plus une parentalité, mais des parentalités. Monoparentalité, coparentalité, homoparentalité.
Et la loi s'adapte. Par exemple, la dernière loi bioéthique, en ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, a marqué un progrès attendu. Nous parlerons aussi, si vous le souhaitez, du congé parental. Ne gagnerait-on pas à s'inspirer de la commission des 1000 premiers jours que vous avez présidée, cher Boris? Vous y préconisiez notamment un congé paternité allongé à 9 semaines. Pour ma part, je suis favorable à la création d'un nouveau congé de naissance, mieux rémunéré, et je souhaite que nous encouragions au maximum les hommes à le prendre afin que les efforts soient mieux partagés. Pour évoquer tous ces sujets, il nous fallait des experts de haut vol. Nous aurons donc le plaisir, et vraiment, je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie parce qu'à chaque fois, nos experts sont là à titre purement gracieux pour pouvoir venir débattre avec vous. Donc nous aurons ce soir le plaisir d'entendre Marisol Touraine, présidente du conseil d'administration d'United, ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé. Nous accueillons également Boris Cyrulnik, il vient de publier avec Micheline Misrahi le livre « Nouvelle fertilité, nouvelle famille, nouvelle humanité ». À ses côtés, Jean Birenbaum, rédacteur en chef du Monde des livres, nous fera part des conclusions de son dernier livre « Seuls les enfants changent le monde ». Et enfin, Anna Roy, écrivaine et chroniqueuse, nous éclairera aussi à travers son expérience de sage-femme. Et enfin, je voudrais vraiment infiniment remercier Agathe Le Caron, qui anime la Maison des Maternelles sur France 2, qui a accepté de modérer cette discussion. Après avoir dialogué, nos invités répondront donc, comme d'habitude, à toutes vos questions, car l'Assemblée des idées, c'est un espace où nous vous écoutons, où nous construisons avec vous des solutions à partir de vos contributions. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et une très belle Assemblée des idées à vous tous. Merci. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de longs discours, parce qu'on est bien sûr... Pas du tout, justement, je veux m'adapter exactement à celui-là. Non, on a très envie d'entrer dans le vif du sujet et puis de vous entendre surtout, et aussi parce qu'on est tous ici, parce qu'on a conscience de l'importance du sujet de la parentalité, au point qu'on a dû l'inventer, ce mot parentalité, parce qu'il n'était pas vraiment utilisé avant la fin du XXe siècle, et parce que le sujet méritait un véritable concept. On est tous ici aussi parce qu'on a conscience de la tempête émotionnelle qu'entraîne la vue d'un enfant, parce que ça nous transforme profondément, ça nous révèle à nous-mêmes aussi, ça nous ramène à notre condition la plus instinctive. Souvent, on constate qu'on n'avait jamais touché d'aussi près notre condition d'humain, tout simplement. Alors, il y a une phrase que j'adore, qui est d'un poète anglais qui dit « L'enfant est le père de l'homme ». Parce que c'est vrai que l'enfant qu'on a été conditionne complètement l'adulte que l'on devient. Voilà pourquoi c'est important de parler de ces sujets ce matin. Alors évidemment, je ne parle pas de la charge mentale, des inégalités qui se créent à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est les maternelles, j'ai l'impression que je suis en direct. Je suis désolée. Donc là, vous avez compris que je suis en pilote automatique. C'est terrible. Pardonnez-moi, j'ai eu une longue journée de tournage. Donc, et pourtant, et vous riez au moment où je parle des inégalités, vous n'avez pas honte, bon, franchement. Donc oui, c'est vrai que la charge mentale, les inégalités entre les femmes et les hommes, elles se nichent souvent à cette période-là aussi, donc c'est une période cruciale. Alors au cours de cette soirée, on va aborder divers thèmes essentiels, la natalité et les enjeux du réarmement démographique, la prise en charge des femmes enceintes, le rôle des entreprises, celui des pouvoirs publics, l'éducation aussi au sein de la famille, avec toutes les injonctions qui pèsent sur nous, parents, et qu'on véhicule aussi un peu dans l'émission de temps en temps, parce qu'un jour, il faut faire de l'éducation positive, le lendemain, il faut punir, après, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une réflexion avec nos 4 experts, et je vous invite à enrichir ces thèmes, bien sûr, avec vos questions au cours de nos échanges. Alors, on va démarrer avec vous, Marisol Touraine, si vous êtes d'accord. Première question, on sait que l'État intervient auprès des familles en leur versant des allocations familiales, mais pour le reste, est-ce que la sphère intime des familles est l'affaire des pouvoirs publics, à votre avis ?
Oui, c'est une question qui Oui, ne je va pas démarre de soi, fort. qui va vous démarrer fort, oui, qui ne va pas de soi. D'abord, bonsoir à tous, bonsoir Madame la Présidente. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir dans cette magnifique salle des fêtes. Évidemment, les pouvoirs publics, les gouvernements ne doivent pas dire comment nous vivons, comment nous devons vivre, comment nous devons construire nos familles, envisager nos projets avec nos enfants et décider si on a ou on n'a pas d'enfants. Ça, c'est du ressort personnel. Mais en revanche, je crois qu'il appartient au pouvoir public de créer l'environnement favorable pour que chacun d'entre nous puisse porter le projet qu'il veut selon ses propres aspirations, avoir des enfants, autant d'enfants qu'il le souhaite si c'est possible, dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Les familles, elles ont beaucoup évolué, ça vous l'avez dit, elles ont beaucoup évolué. Il y a des familles monoparentales, des familles recomposées, il y a des familles dont les parents sont de même sexe, il y a des familles qui changent aussi au cours de leur vie, leur façon de se projeter dans l'avenir. Et au fond, elles sont en attente de soutien, je crois. C'est-à-dire que par rapport à une époque où on considérait que les gouvernements n'avaient qu'à verser de l'argent pour les allocations familiales, on s'aperçoit qu'on a besoin aujourd'hui de beaucoup de choses. On a besoin d'aider les femmes, les mères, à être aussi des femmes qui travaillent. D'où la nécessité de développer des modes d'accueil pour les enfants. On a besoin de répondre aux questions que tous les parents se posent, parfois sans oser le dire. Et donc, on a développé des politiques de parentalité. Et c'est relativement récent. Vous l'avez dit, ce terme, il est tout récent. Et dans les politiques publiques, c'est apparu il y a une petite dizaine d'années, ou une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pas davantage. On a besoin aussi de se préoccuper des inégalités sociales et de donner plus à ceux qui sont dans des environnements fragiles. Et puis, on a aussi besoin de se préoccuper du développement de l'enfant, du meilleur développement possible de l'enfant. Et donc, tout ça appelle des politiques qui sont devenues beaucoup plus compliquées qu'autrefois. Je m'arrête là, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que oui, les gouvernants, les pouvoirs publics doivent intervenir, surtout pas de manière prescriptive, mais de façon extraordinairement diversifiée pour répondre à la diversité des aspirations et à la diversité des besoins. Donc certains sujets qu'on croyait intimes sont devenus politiques. Pensez par exemple que l'éducation... oui, mais je vais vous dire, je crois que... L'éducation des familles, hein, j'entends. Je crois vraiment, vous avez parfaitement mis le mot sur le sujet, je crois vraiment que le développement des aspirations personnelles, la réalisation des projets personnels, intimes, c'est une question éminemment politique qui concerne toute la société et donc évidemment les gouvernements, mais toute la société. Je le disais, les besoins sont très divers, donc on a une politique de parentalité, c'est pas simplement des allocs, et c'est même pas simplement une politique familiale. Une politique familiale, c'est bien identifié, on y consacre pas mal d'argent, mais c'est bien identifié. La question du logement, elle est centrale. Donc il faut comment est-ce qu'on peut faire des enfants si on n'a pas de chambre pour les enfants, si on a des tout petits appartements, et en région parisienne par exemple, mais pas uniquement, on sait que c'est un grand sujet. Donc voilà, ça, il faut donc une politique très diversifiée. Et puis, il faut s'intéresser à ce qu'aujourd'hui, on ose dire et qu'on n'osait pas dire. Anna Roy en parlera beaucoup mieux que moi, mais les difficultés qu'on peut rencontrer après avoir mis au monde un enfant, autrefois, on le vivait aussi. Sauf qu'on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire ta mère, elle a vécu ça, ta grand-mère ou tes grands-mères, elles ont vécu ça, alors tu verras, ça va passer. C'est un sujet qui doit préoccuper les politiques publiques. La question de l'implication des pères, c'est une question éminemment personnelle, éminemment privée. Et pourtant, on peut faire des choses pour favoriser l'implication des pères, les congés paternité, l'allongement des congés, c'est une chose à laquelle je serais personnellement tout à fait favorable. Ce sont des politiques publiques qui répondent, encore une fois, sans s'immiscer dans la réalité de la vie quotidienne des gens, sans leur dire voilà comment il faut faire, voilà comment il faut vivre, mais leur donner le plus d'atouts possible pour être les parents qu'ils ont envie d'être.
Boris Cyrulnik, vous qui êtes un véritable anxiolytique pour les parents, je le dis franchement, non mais c'est vrai, hein, vous êtes notre meilleur médicament. On a beaucoup évoqué la commission des 1000 jours, Madame la Présidente l'évoquait dans son discours tout à l'heure. Elle a été créée, cette commission, en 2019. L'objectif, c'était de faire émerger des recommandations pour les 1000 premiers jours de l'enfant. Les 1000 premiers jours, c'est de la conception à ses 2 ans. Il y a un rapport qui a été publié 1 an plus tard. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes ? Alors, les 1000 premiers jours, c'est la rencontre du couple avant la conception, puisqu'ils vont organiser la première niche sensorielle dans laquelle l'enfant aura à se développer. Et les 1000 premiers jours s'arrêtent quand l'enfant accède à la parole, c'est-à-dire progressivement, mais il y a l'explosion du langage entre le 20e et le 30e mois, et là, il y a des déterminants différents. Les déterminants sont biologiques d'abord, affectifs. Déjà dans l'utérus, le développement du cerveau dépend de l'affectivité de la mère, si elle est sécurisée ou seule, insécurisée. Le bébé va se développer de manière très différente. Et ensuite, on arrête les 1000 premiers jours à partir du moment où les déterminants deviennent tu es musulman, tu viens de tel pays, tu appartiens, ton père faisait ça, parce que là, c'est le récit qui continue le développement de l'enfant. Alors, quelles ont été les recommandations qui sont sorties de ce rapport et est-ce que vous avez l'impression que ça a fait un peu bouger les choses ? Alors, la première retombée, ça a été le congé paternité. Beaucoup moins que ce qu'on demandait, puisque je crois me rappeler que c'est passé à 28 jours. 28 jours, oui. Ce qui est un progrès, parce que les entrepreneurs ont eu un peu peur. Mais il y a des pays qui ont fait le congé parental ou le congé paternité à un an. Et le bénéfice est très grand. Le bénéfice du développement de l'enfant est très net. Il y a disparition des psychopathies parce que les enfants sont sécurisés. Bénéfice pour les mères très net. Disparition très importante des dépressions périnatales parce qu'on a ce surprenant constat, c'est que alors que les femmes s'épanouissent mieux que jamais, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale. Donc là, il y a un problème, probablement, de structure familiale. J'ai hésité à dire le mot parce que on aurait dû dire structure affective, parce que la notion de famille dépend étonnamment de la culture. Et on a eu un problème d'ailleurs à la commission des 1000 jours, c'est de définir qui est le père, qu'est-ce qu'un père. Et la réponse ? Eh bien la réponse, vous l'aurez dans 4 ou 5 ans. Trop de suspense. Parce qu'il y a des cultures où le père n'est pas l'amant. Et dans notre culture, celle qui fait fonction de père, c'est-à-dire de deuxième figure d'attachement, c'est la grand-mère. Puisque le mariage homosexuel maintenant est autorisé et permis, c'est une autre femme. Ça peut être un deuxième homme. Donc les structures de parenté, Oedipe vient d'en prendre un méchant coup, la maman, papa et moi. Il est en train de changer maintenant. On ne sait plus très bien où il se cache, ce qui est la preuve d'une révolution anthropologique énorme qu'on est en train de vivre, et toutes les évaluations qui ont été faites, notamment dans les pays d'Europe du Nord ou au Québec, montrent que plus le congé parental est long, plus tout le monde en bénéficie, y compris la culture, parce que la psychopathie, la délinquance dans les pays d'Europe du Nord a énormément diminué depuis qu'il y a un groupe autour de l'enfant. Les femmes dépriment moins, l'enfant apprend à comparer 2 figures d'attachement, donc il se développe mieux. Voilà, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain qui serait bon d'adapter ici. Jean Berenbaum, alors vous avez beaucoup mentionné dans vos travaux que dans la philosophie occidentale, le bébé était le grand oublié. Comment est-ce que vous expliquez que le bébé, alors qu'il est au centre quand même de nos vies, j'ai dit tout à l'heure qu'il nous révèle, qu'il fait de nous l'adulte qu'on est aujourd'hui, comment vous expliquez qu'il a été oublié par tous les grands penseurs, les grands philosophes ? Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. Pourquoi il a été oublié ? Une explication un peu
facile, mais sans doute pas complètement fausse, c'est que les grands noms de la philosophie occidentale, c'est quand même des grands noms masculins. Quand on lit Aristote, par exemple, qui compare le bébé à une plante, il dit c'est un état végétatif, vraiment, etc. Et il dort tout le temps, on voit qu'il n'a pas souvent veillé, il ne s'est pas souvent retrouvé à 3h du matin avec le liniment et les couches du bébé. Donc en fait, il y a quand même il y a eu une obsession pour la mort. En fait, il y a les deux pôles de la finitude, la mort d'un côté, la naissance de l'autre. Et autant la plupart des philosophes occidentaux ont été obsédés par la mort, autant très peu ont parlé de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un lieu ici très politique, et une des rares, puisque vous m'invitez à faire des références, je suis désolé, je vais avoir du cuistre de Je suis service, désolée, j'aime bien. mais vous mettez sur le terrain de la philosophie, donc c'est quand même pas complètement un hasard, sans doute, que la première grande figure philosophique en Occident qui s'empare vraiment de la question du bébé et de la natalité, c'est une femme, et c'est Hannah Arendt. Et elle en fait tout de suite une figure absolument politique, puisque vous savez que chez elle, il y a une grande théorie de l'action humaine en tant qu'elle permet de fonder un monde où on peut parler, s'exprimer librement, où on peut pardonner, où on peut promettre. Et pour elle, tout de suite, cette question de l'action humaine, elle est connectée à la question de la natalité. Et pour elle, l'action, c'est lié au fait qu'en permanence, il y a un flot continu de bébés absolument uniques qui débarquent et qui, chacun et chacune, introduisent du neuf violemment dans le monde. Et elle va jusqu'à dire, et c'est très beau, elle dit que non seulement la natalité doit être prise au sérieux par les philosophes, mais que même ça devrait être la catégorie centrale de toute pensée politique. Parce qu'on ne peut pas penser un nouveau monde sans penser les nouveaux-nés, sans au moins, ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument soi-même des enfants, mais quelque part, toute promesse politique est une promesse faite aux enfants, parce que l'enfant, c'est la figure de l'avenir même, c'est la question de l'avenir même, donc c'est la plus haute figure de l'espérance. Et d'ailleurs, vous pensez qu'un monde meilleur est possible grâce aux futures générations. Vous êtes un optimiste. Je le pense, c'est une banalité de le dire. En fait, la nouveauté, c'est que certains ne le pensent plus. C'est-à-dire que pendant très longtemps, si vous prenez depuis le mouvement des Lumières ou le mouvement socialiste, quelqu'un comme Léon Blum, par exemple, s'adressait à la jeunesse en 1919 en disant « Vous êtes la vie qui vient, vous êtes l'espoir ». Donc évidemment que pour des générations entières, même pour Rosa Luxembourg, une grande révolutionnaire qui n'a pas eu d'enfant elle-même, finalement, s'intéresser à la question de comment on fait pour changer la vie, c'était aussi se préoccuper de comment on donne la vie. Pas forcément dire soi-même, en tout cas se confronter à la question, à la figure de l'enfant comme figure qui vous propulse dans un territoire inédit, absolument incertain, où toutes les certitudes vacillent et où tous les espoirs, tout d'un coup, sont permis. Et finalement, il était évident que quand on se battait pour changer le monde, pour créer un nouveau monde, c'était évidemment pour les générations à venir. C'était pour vous êtes l'espoir, vous êtes la vie qui vient. La petite nouveauté, on y reviendra peut-être, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a quelque part un nouveau discours puérosceptique, je ne sais pas comment dire, ou infantosceptique, qui effectivement prétend qu'on pourrait changer le monde en le protégeant de la violence des enfants. Et c'est la question écologique qui surgit à l'horizon, mais on y reviendra sans doute dans le débat au travers tous de vos ensemble. questions. Anna Roy, tiens, un autre anxiolytique, c'est incroyable, un bon Xanax pour les parents que nous sommes. Anna Roy, vous dites que la maternité, c'est un grand moment de vulnérabilité psychique et physique pour les femmes. Vous en voyez tous les jours et vous aviez, je crois, envie de démarrer nos échanges en parlant de ça. Bah oui, c'était la grande surprise en fait quand j'ai commencé à être sage-femme. On m'avait vendu la maternité comme étant le sommet de l'épanouissement féminin. Toutes les femmes auraient les seins gorgés de lait, elles seraient heureuses, épanouies. Enfin bref, ce serait quelque chose d'absolument divin et délicieux. Et je m'étais dit, c'est super, je vais exercer dans une profession vraiment merveilleuse. Et ce qui est vrai, c'est une profession merveilleuse. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai vu à quel point l'intime percutait la vie des femmes et de façon parfois très belle, mais aussi très violente à travers moult événements de leur vie, mais en particulier celui de la maternité. Quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivée à domicile en particulier, de voir des femmes que la maternité rendait malades et dont personne ne parlait. Alors je ne veux pas être oiseau de mauvais augure et casser l'ambiance, mais on a 10 à 30% de dépression postpartum. Le suicide, c'est la première cause de mortalité maternelle aujourd'hui en France. Et sans même parler de ces complications médicales graves après la naissance d'un enfant, toutes vivent une ambivalence, une montagne d'ambivalence entre des moments d'exaltation, de joie et de grand bonheur, et puis parfois
beaucoup de regrets, de la vie professionnelle qui en prend un coup, la vie sexuelle, la vie affective, la vie de couple, enfin tout ça. Donc la maternité est vraiment un moment extrêmement impactant dans la vie des femmes, mais c'est pas le seul. Il y a bien sûr les IVG, la PMA, les interruptions spontanées de grossesse, le deuil périnatal dont c'est la journée de sensibilisation aujourd'hui, etc., etc. Mais en tout cas, la maternité, c'est un gros moment de vulnérabilité. Et moi, souvent, on me dit, mais pourquoi les femmes ne font pas plus d'enfants ? Moi, j'ai les réponses, je peux vous le dire, on pourra en reparler. Et vous pensez qu'elles se débrouillaient mieux avant, les femmes ? Alors ça, c'est le grand mythe. On dit toujours, oui, les femmes, avant, elles étaient douées, elles étaient un peu... elles n'étaient pas les chochottes comme notre génération à nous, qui sommes vraiment en dessous de tout. Alors, le premier élément de réponse, c'est que moi, je suis en train d'interviewer beaucoup de femmes entre 60 et 90 ans, et quand on tire les ficelles, on se rend compte à quel point elles ont souffert, je dirais même le martyre, mais souffert en silence. C'est-à-dire que tout ce qu'elles avaient au fond d'elles, elles ne pouvaient pas l'exprimer. Et donc, il y avait une vraie souffrance, ça c'est le premier élément de réponse qu'il faut pas nier. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont prises en étau entre des injonctions contradictoires. On leur demande d'être la professionnelle extraordinairement compétente, la mère parfaite à l'éducation, ceci et cela, une amante délurée. Enfin, elles ont sur elles, pèsent un maximum de poids et d'injonctions contradictoires. Et je parle aussi d'injonctions contradictoires même de l'État, de la puissance publique, qui dit aux femmes, il faut vraiment allaiter 6 mois, et puis même plus longtemps que ça, mais à 2 mois et demi, vous reprenez le boulot. Enfin voilà, et donc je peux continuer la liste comme ça 1000 ans, mais je pense que vous m'avez compris. Bon, on a déjà dit beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de thèmes. Maintenant, ça va être à vous d'enrichir nos débats. Qui veut démarrer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui... Ah, monsieur, je vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé d'introduire le sujet suivant, qui va provoquer certains silences dans la salle. Donc aujourd'hui, c'est le 15 octobre, effectivement, c'est la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Donc moi, j'ai perdu ma fille en avril dernier, à la suite d'une contamination par vovirus B19, pendant la grossesse de mon épouse. Ça concerne 7000 familles, donc une grossesse sur 100, le deuil périnatal. Donc à partir du 5e mois, on peut perdre l'enfant, et c'est un tabou car la mort nous fait peur et que la vie ne peut commencer par la mort. Alors à partir du 5e mois, donc 22 semaines aménorrhées, on obtient les congés parentaux. Congés parentaux qui sont tronqués pour le père, puisqu'on n'obtient pas 28 jours, mais 24 jours. On n'a pas les 4 premiers jours obligatoires. Plus un congé de décès, donc le père a une quarantaine de jours et la maman a 16 semaines, le congé maternité, plus les congés de décès de 2 semaines. En plus, il n'y a pas de mot dans la société pour qualifier la perte d'un frère, d'une sœur, d'une fille, d'un fils, d'un neveu, d'une nièce, d'une petite fille ou d'un petit-fils. Alors mes questions sont les suivantes. Ne devrait-on pas inclure dans le droit français une notion de deuil périnatal pour les personnes ayant perdu leur enfant, quitte à combiner le congé paternité et congé décès, voire l'allonger, l'appeler congé paternité de deuil périnatal, congé de maternité de deuil périnatal, voire donner le même aux 2 parents qui ont également une souffrance, un traumatisme. Deuxième question, ne devrait-on pas inclure les parents qui perdent leur enfant le 4e mois ? Parce que si on accouche à 21 semaines ou à 20 semaines, la maman n'a pas les congés maternité ni congés décès. Elle peut juste inscrire son enfant dans le livret de famille à la partie décès. Voilà, désolé. Et enfin, il faudrait mieux former les personnels soignants et donner plus de temps aux psychologues et toutes ces personnes qui font un meilleur accompagnement. Ouais, alors un sujet, on démarre fort, un sujet important parce que c'est important de dire, je crois qu'à partir du moment où on a été enceinte, même si on fait une fausse couche très précoce, quel que soit le stade de la grossesse, on est déjà des parents en fait. Et donc c'est vrai que cette question de statut d'accompagnement, elle est cruciale. Anna, peut-être vous voulez répondre là-dessus ? Alors d'abord, je suis d'accord avec toutes vos propositions. Je pense qu'elles sont là en fait assez mûrement réfléchies et je suis d'accord avec tout. Donc je ne vais pas débattre vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tabou qui est trop fort autour de ce sujet.
et qu'il faut pouvoir parler de la mort dans la naissance de façon presque simple, parce que l'isolement des familles à ce moment-là est absolument terrible, et ça a des répercussions même après en termes de dépression, en termes de troubles anxieux, etc. etc. Et donc, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Boris Cyrulnik, un mot peut-être sur le deuil périnatal? Alors, le périnatal, ça commence très tôt, ça commence même dans l'utérus. Le périnatal, c'est avant et après. C'est-à-dire qu'il y a la dépression postnatale qui est différente du postpartum, et il y a la dépression de l'anténatal, parce que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui font une dépression à l'idée d'être mère. C'est-à-dire que le fait d'être seule est angoissant. Or, quand une femme enceinte est seule, les substances du stress, schématiquement c'est le cortisol et les catécholamines, mais il y en a d'autres, les substances du stress passent la barrière du placenta et le bébé déglutit le liquide du placenta bourré de substances du stress. Si bien que si on laisse une femme enceinte seule, stressée, le bébé arrive au monde avec des anomalies, des dysfonctions cérébrales qu'on peut facilement récupérer si on s'y prend tôt. Et si on laisse la femme seule, plus elle est seule, plus la récupération sera difficile. Et a fortiori, quand on vit un drame comme celui que monsieur a vécu. Marisol Touraine, en 2 mots. En très peu de mots. D'abord, moi, je voulais remercier monsieur et saluer son courage de dire devant une salle comme celle-ci ce qu'il a vécu, ce qui est une souffrance, et justement une souffrance intime d'abord, une souffrance personnelle, un deuil, le deuil d'un enfant, le deuil d'un projet, et ça n'est pas si simple. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut être capable d'apporter des réponses politiques, avec un grand P, publiques, de politique publique, à ce qui relève de la sphère de l'intime, c'est aussi à ça que je pensais, et les propositions, on ne peut que y souscrire. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a 15 ans à peu près, je pense, on perdait un enfant qui n'était pas né, on ne l'inscrivait pas dans le livret de famille. Il n'avait pas d'existence, il était nié. Et donc on vivait avec le souvenir d'un enfant qui n'était même pas considéré comme un enfant, qu'on n'avait pas vu, à qui on avait pourtant donné un prénom au moins dans sa tête. Voilà. Et donc il faut en parler, il faut que les responsables politiques s'en saisissent, que les gens de télé, les philosophes, etc., on puisse en parler pour que ce sujet soit un sujet naturel. Il ne deviendra pas un sujet léger, on n'enlève pas la souffrance, mais que ce soit un sujet reconnu. Pour éviter la hiérarchie dans le deuil aussi, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que ce deuil-là est moins considéré que le deuil d'un enfant qui est né, enfin en tout cas qui a vécu quelques jours. Une autre question? Oui, je vous écoute. Bonsoir à tous. Premièrement, merci Madame la Présidente pour cette assemblée. Nous sommes tous collectivement ravis que l'Assemblée des idées continue malgré la dissolution. Premier point. J'ai 2 questions. La première question, c'est comment on gère, géopolitiquement parlant, la question du réarmement démographique. Nous savons tous que pays du Nord, pays du Sud, nous n'avons pas les mêmes contextes, les mêmes challenges. Donc, comment on gère ces points-là? La deuxième question, c'est penser à taille de logement quand on pense à maternité, ne serait-il un problème des riches? Je m'explique, ne serait-il un frein justement pour l'idée de créer une famille et ne serait-il pas quelque chose qui se développe justement dans l'imaginaire collectif qui fait que ça devient un frein pour avoir des enfants, chose qui par exemple sur les pays du Sud, ce genre de questions n'existent pas et on sait très bien qu'au niveau démographique, il n'y a aucun sujet là-dessus. Voilà, donc merci. La géopolitique et le logement. Marisol Touraine, peut-être? La question du logement, c'est une question objective. C'est vrai que dans les pays du Sud, on ne vit pas de la même manière, mais en France, le prix du logement est excessivement élevé.
Et donc, il y a des familles qui ont un enfant, 2 enfants, davantage, et qui sont dans des espaces relativement contraints et qui, au fond, renoncent à avoir un enfant de plus parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne pourront pas lui offrir des conditions d'accueil satisfaisantes, des conditions de vie satisfaisantes. Donc, c'est quand même une réalité. Et c'est pour ça que je pense que la question du logement, elle doit être au cœur des politiques de famille, de parentalité, par exemple. Sur le réarmement démographique, chaque région l'envisage ou chaque pays l'envisage avec ses questions, ses préoccupations, ses contraintes. Moi, je n'aime pas beaucoup la formule, je le dis très franchement. Je n'aime pas la formule, d'abord parce qu'elle a un côté militaire qui ne va pas très bien avec le sujet, je trouve. Et puis parce qu'au fond, c'est comme si on faisait l'hypothèse que les gens n'avaient pas envie de faire des enfants. Et qu'on leur disait, mais enfin, tenez-vous bien, ou soyez de bons citoyens et faites des enfants. On se croirait dans les années 1950, quoi. D'abord, aujourd'hui, on ne dit pas aux gens comment ils doivent vivre, et si on veut qu'ils fassent des enfants, on essaye de jouer sur les conditions de vie dans lesquelles les gens se trouvent. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne veulent pas d'enfants? Voilà. Alors, peut-être, madame, au fond, comme on vous a déjà entendu, tout là-bas. J'aimerais vous entendre, que vous puissiez nous expliquer, même si c'est moins une curiosité qu'avant, puisque la parole s'est libérée, c'est bien. C'est madame Toutou. Vous pouvez relever la main? Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, je travaille avec les jeunes enfants, donc au niveau charge mentale et tout, c'est très prenant. Et après, c'est tout ce qui est question du logement, question du contexte actuel, voilà. Jean Biron, qu'est-ce qu'on peut répondre à... Oui, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces couples, à ces personnes qui veulent plus d'enfants à cause de l'état du monde? Vous qui dites justement que l'espoir est là. Oui, alors je ne suis pas complètement un prédicateur nataliste. Mon but n'est pas de peupler encore plus le... Non, moi, c'est vrai que depuis que j'ai sorti ce livre, j'ai eu beaucoup d'échanges, beaucoup de courriers, beaucoup de discussions avec plein de jeunes gens qui doutent, qui ont plein d'arguments très justifiés, très valables. Sur l'angoisse écologique, sur les questions effectivement de matériel, de logement, sur la charge mentale, sur est-ce qu'il faut mettre des enfants dans ce monde tellement violent, tellement brutal, etc. Et c'est très curieux parce qu'en même temps, moi je connecte ça à une espèce de crise de l'enfance qui serait aussi une crise de l'espérance, parce que finalement, vous savez, il y a quelques années, il y avait eu sur un mur de l'université à Nanterre, à côté en région parisienne, en marge du mouvement social Nuit debout, quelqu'un, on ne sait pas, un étudiant, une étudiante, avait tracé ces mots que je trouve magnifiques, avait écrit « Il y a une autre fin du monde possible ». Il y a une autre fin du monde possible. Ça veut dire que finalement, quelque part, ça c'est nouveau, de génération en génération. Tout à l'heure, je parlais de Rosa Luxembourg, de Léon Blum, mais il y a toujours eu toute une jeunesse qui se levait, vous êtes l'espoir, vous êtes la vie qui vient, et qui appelait de ses voeux un autre monde possible. Et là, tout d'un coup, il y a toute une jeunesse à qui on dit, non, maintenant, peut-être, ou une jeunesse qui dit, laissez-nous au moins le choix de la fin du monde tel qu'il est. Donc je pense que, d'une certaine manière, la crise de l'enfance, c'est une crise de l'espérance, et parce qu'on a toujours inscrit l'enfant, quand on s'occupe d'un enfant, justement, je parlais tout à l'heure de la nuit, du liniment, des couches, etc. Chaque geste de soin qu'on prodigue à un enfant, tout de suite, il nous inscrit dans quelque chose qui nous dépasse, qui vient de plus loin que nous et qui va au-delà, c'est-à-dire dans du symbolique, ce qu'on appelle du symbolique. Et donc, quand je parle de l'espérance, c'est la même chose. L'espérance, au sens tout banal, c'est juste de se projeter vers l'avenir et d'essayer de maintenir l'avenir ouvert. S'il y a une crise du symbolique, s'il y a une crise du sens, si on fait un enfant parce que c'est le moment, parce qu'il y a une pression sociale, parce qu'il faut réarmer démographiquement, parce que sinon ça sera trop tard, parce que des choses comme ça, mais évidemment, au moment où on se retrouve, effectivement, il y a beaucoup de gens qui témoignent, je regrette, quel cauchemar, etc., on se retrouve très très mal, parce qu'on n'inscrit pas cette naissance dans une espérance, qu'elle soit spirituelle, féministe, politique, ce que vous voulez, mais dans quelque chose qu'on a envie de transmettre, et effectivement qui vient de plus loin et qu'on a envie de voir perdurer au-delà. Donc moi, j'ai rien à répondre, je ne suis pas du tout là pour dire allez, au boulot. Mais par contre, j'observe ça comme une sorte de symptôme
d'une crise dans le rapport au symbolique et dans le rapport à l'espérance et à l'avenir. Boris Cyrulnik. Dans les pays pauvres, on fait beaucoup d'enfants. Et le projet des enfants dans les pays pauvres, c'est de fabriquer une main-d'œuvre gratuite. Les filles à la maison, les garçons à la mine ou à la guerre. C'est-à-dire que ça dépend de la signification qu'on attribue aux enfants. Aujourd'hui, il y a un phénomène étrange qui est en train d'apparaître, c'est que l'enfant devient une entrave à l'épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'avant, l'enfant était une promotion, une aventure. Promotion pour être exploité, ils étaient exploités, ils travaillaient très tôt, les petites filles travaillaient à la maison, elles allaient très tôt, et les garçons allaient au champ ou à la mine très tôt. J'ai été au champ à 7 ans, et quand j'étais médecin, j'ai soigné des hommes de 45-50 ans qui mouraient de pneumonie, parce qu'ils étaient de sidérose, parce qu'ils étaient descendus à la mine, petits garçons à l'âge de 13-14 ans. La signification des enfants n'était pas du tout la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt aux artistes, aux cinéastes, aux médias, de participer à la signification que peut prendre un enfant. Donner une valeur à l'enfant, c'est une belle aventure. On ne peut pas passer sa vie à s'occuper de soi toute sa vie. On ne peut pas passer sa vie à regarder son nombril, même s'il est très intéressant, hein, mais on ne peut pas passer sa vie. Donc je pense qu'il y a un phénomène culturel qui ne dépend pas de l'éco-anxiété, qui dépend d'un excès de développement personnel. Un développement personnel tout seul, c'est un isolement sensoriel. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'hommes, de femmes, on n'a plus besoin d'enfants. Il suffit de s'occuper de son nombril. Donc là, je pense que les philosophes, les artistes ont un rôle majeur à jouer pour changer la signification du couple, qui vient d'en prendre un méchant coup, et pour changer la signification des enfants, qui sont en train d'en prendre aussi un méchant coup. Voilà, je dis ça pour vous remonter le moral. Ouais. Quoi que vous disiez, vous me remontez le moral. Je ne sais pas comment vous faites. Bon, il faut être un tout petit peu moins auto-centré. Vous pouvez aussi réagir à ce qui vient d'être dit. Voilà, monsieur, et puis après, je vous donne la parole. Monsieur tout là-bas, pardon. Oui, peut-être que vous pouvez vous lever, comme ça va nous aider pour distribuer les micros. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je vais prendre la parole en tant que jeune papa. Alors, jeune papa, parce que j'ai eu ma fille, ma première, à 22 ans. Voilà, j'en ai 36 aujourd'hui, et j'en ai une seconde qui a 8 ans. Alors, je suis peut-être encore de l'ancienne génération où on était le CDI, l'enfant, la petite maison à crédit. Voilà, c'était un peu encore la dernière ancienne génération. Et je vois que ma fille de 13 ans maintenant, ce qu'elle recherche, elle, c'est de donner du sens. Parce que maintenant, nous perdons du sens. Peut-être qu'elle ne se reconnaît pas dans le pays où on vit. Elle a envie de voyager avant peut-être de faire des enfants. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un choc des générations où il y a des jeunes qui vont vouloir voyager avant, découvrir le monde, peut-être avant de faire un enfant et de se poser à un endroit où ils s'y trouvent bien. Voilà, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai fait 5 fois le tour du monde déjà depuis janvier et je vois vraiment que dans le monde entier, ça bouge. Vous parliez des pays pauvres, donc que j'appelle maintenant pays émergents. Ces pays émergents, maintenant, ont envie de voyager, venir voir le monde. Donc peut-être aussi, ils feront moins d'enfants. L'enfant sera mieux valorisé. Voilà, donc, mais je pense que le mot fort, c'est le mot redonner du sens à ce qu'on fait. Voilà qui nous remonte le moral. Monsieur, vous vouliez dire un mot ? Si vous pouvez juste vous manifester comme ça. Merci. Merci. Moi, je voudrais changer de sujet. Je voudrais poser une question à Boris que je connais bien. Je suis Thierry Berger. Je voudrais vous poser la même question que j'ai posée lors d'une entrevue privée avec Madame Rhône-Pivet et qui a pris mes coordonnées pour me rappeler. Elle n'a pas dû avoir le temps. C'est au sujet très occupée, hein. C'est au sujet de la violence. Je suis sidéré de voir l'augmentation de la violence et de la délinquance parmi les jeunes qui brûlaient des poubelles, qui s'en prenaient au CRS, maintenant qui tuent des enseignants et qui se tuent entre eux. Et je me dis, il y a de plus en plus de familles éclatées, des familles séparées, des divorcées. Quand un juge prive un enfant d'un des deux parents, de plus en plus des mères, comment voulez-vous qu'un parent
qui est absent, qui voit ses enfants au maximum un week-end tous les 15 jours, puisse éduquer ses enfants. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. On a l'obligation d'éduquer les enfants. Et quand un enfant n'a pas de cadre, de père, de repère, quelqu'un qui lui indique le bien, le mal, le permis, l'interdit, et lui apporte beaucoup d'amour et de reconnaissance, eh ben, il fait des conneries. Alors j'ai juste un chiffre, aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez que 85% des prisonniers ont été privés de père. Donc ça doit être plus avec les mères maintenant. Alors est-ce qu'une solution, ça ne serait pas de proposer en priorité la résidence alternée? J'insiste bien, sans la rendre obligatoire, parce qu'il y a des journalistes, des détracteurs qui vont dire obligatoire. Non, mais là, vous allez avoir le point de vue du psy. Ça ne permettrait pas de pacifier les conflits dans la société et de faire des économies? Alors, Boris Cyrulnik, votre avis de psy? Alors, il y a des cultures où il y avait trop de pères. Il y a des cultures, par exemple, les hommes chefs de famille. Les hommes chefs de famille ont été mis au monde en 1804 par Napoléon. Et les pères, à cette époque-là, étaient les représentants de Napoléon dans la famille. Et certains en profitaient un peu. Donc ça faisait des hiérarchies intrafamiliales. Les femmes qui n'étaient pas chefs de famille, c'était elles qui faisaient tout dans la famille. Donc là, il y avait c'est en 1974 où le droit des parents parentales, c'est ça, a changé, que les féministes ont assassiné le père napoléonien. Mais on peut le remplacer, non pas forcément, par le couple clos, qui est aussi parfois aussi néfaste que l'absence de père. Un couple clos, c'est un couple endormi, c'est un couple qui devient facilement conflictuel. Donc là, je pense qu'il y a une ouverture à faire, qui est encore une fois culturelle. Et c'est-à-dire que mon maître, John Bowlby, constatait qu'après chaque guerre, les garçons, plus que les filles, deviennent énormément délinquants. 8 à 10 fois plus que les filles. Ça a été évalué après la guerre de 14, après la guerre de 40, après la guerre d'Algérie. Et j'ai reçu des rapports là en Ukraine qui peuvent prédire que la violence des hommes va augmenter, même si la guerre s'arrête. C'est-à-dire que il faut le moyen, d'abord le moyen de lutter contre ça, c'est de ne pas faire la guerre. Ça c'est facile. On est la seule culture à avoir passé 80 années sans guerre à la maison. J'en ai connu 2. J'ai connu la guerre de Seconde Guerre mondiale, que j'ai reçue de plein fouet, et j'ai connu la guerre d'Algérie. Donc on valorise la violence des garçons. Le gouvernement, l'État, m'a appris à tuer. J'ai appris ça. On m'a appris ça. Alors, si on continue à valoriser la violence des garçons, ils sont plus doués pour la violence que les filles. Hein. C'est-à-dire, mais c'est un don maléfique. Hein. Alors, il y a un moyen, c'est de faire des groupes ouverts. Alors, par exemple, Bowlby disait il faut 6 ou 8 figures d'attachement autour du bébé. La mère, inévitable, c'est la figure primordiale, parce que quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que dès le départ, il y a une asymétrie, que les femmes, les mères, marquent leur empreinte dans le psychisme de l'enfant, dans l'utérus. Si elle est seule, l'enfant va être en prison affective. Il faut donc qu'il y ait une autre figure d'attachement, qui a été un père napoléonien, qui a été un père aristocrate, et qui maintenant peut être un autre homme, peut être une autre femme, peut être une grand-mère. C'est-à-dire que la famille maintenant, le mot famille désigne une structure étonnamment différente de celle de votre grand-mère. Et là, il y a une solution à faire, c'est de changer les rapports dans le quartier. C'est-à-dire que c'est pour ça que la commission des 1000 premiers jours a proposé de développer les maisons des 1000 premiers jours, où les gens se rencontrent pour faire des bandes, pour bavarder. C'est volontairement, j'emploie un mot banal, des bandes de copains.
on se rencontre, on se donne des conseils, on rigole, on se dispute, comme toujours dans la condition humaine. Mais à ce moment-là, le bébé est entouré de plusieurs figures d'attachement. Et si une figure d'attachement plonge, parce qu'il y a un deuil, parce qu'il y a une violence, parce que la vie n'est pas toujours facile, si une figure d'attachement plonge, l'enfant est quand même entouré par d'autres figures d'attachement qui lui permettent de bien se développer, parfois même dans des pays en guerre. On revient au village. On revient au village. Et là, c'est exactement ça. Et là, c'est la maison des 1000 premiers jours qui coûte pas cher, qui est facile à instituer. Il suffit de l'instituer avec des municipalités. Il y a des tas de professionnels qui demandent qu'à intervenir. On a déjà un recul de 1 an, et en 1 an, on a déjà évalué une chute de la dépression périnatale parce que les hommes y participent, et on a déjà évalué que les enfants qui se développent dans ces villages, ces enfants parlent mieux et parlent les premiers. Marisol Touraine, vous vouliez ajouter quelque chose? Dire que moi, je partage à 300% ce que vient de dire Boris Cyrulnik, c'est-à-dire qu'au-delà de la question psy et de la réponse psy, ce qu'on peut apporter évidemment et qui est nécessaire aux parents, il existait, même avant les maisons de la parentalité, les maisons des 1000 jours, il existait depuis pas très longtemps, depuis le début des années, milieu des années 2010, toute une série de structures, de petites structures d'aide à la parentalité, qui ne sont pas connues, qui sont insuffisamment développées, et donc les maisons des 1000 jours, des 1000 premiers jours, peuvent être le lieu où on fait converger tout ce qui existe déjà et tout ce qui doit exister. Parce qu'au fond, quand on a un enfant, même si on va bien, on a plein de questions. Et quand l'enfant grandit, et donc au moment de la naissance, moi je pense qu'il faut aussi des choses au-delà des 1000 jours pour les enfants. Parce qu'il y a la naissance et puis il y a le moment de l'adolescence. Le moment où ça se complique un peu pour pas mal d'enfants et pas mal de parents. Et on a besoin d'échanger, on a besoin d'avoir des conseils et on ne sait pas vers qui se tourner. Donc on parle à ses copains, on parle éventuellement à ses parents, aux gens qu'on connaît, mais au fond, on aurait besoin d'avoir, alors qu'il existe ces structures, on aurait besoin d'y avoir accès. Et je termine en disant que je trouve que la société aujourd'hui, elle n'est pas si bienveillante que ça pour les parents. Autrefois, on considérait qu'on était parents naturellement. Il allait de soi qu'on avait ça dans le sang, ce qui n'était pas vrai du tout. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un peu tendance à considérer que les parents sont défaillants. Que quand on est parent, on est un parent défaillant en puissance. Et ça m'a frappé au moment des émeutes, il y a, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça. La seule réponse qui a été apportée dans les textes de loi qui ont été proposés, c'était des sanctions. On ne s'est pas posé la question, je ne dis pas qu'on ne se l'est pas posé ailleurs, mais en tout cas dans les textes de loi, c'était des amendes, des sanctions, des peines de prison pour les parents qui ne faisaient pas ce qu'il fallait faire, etc., etc. Et je trouve que c'est quand même, il ne s'agit pas du tout, dans ma bouche, d'exonérer de leurs responsabilités ce que certains gamins ont fait, ce que certains parents ont laissé faire. Je ne dis pas du tout que c'était normal, et il n'est pas normal de brûler des écoles, de brûler des commerces, de brûler des voitures, pas du tout. Mais la seule réponse que la collectivité a été capable de trouver, ça a été la répression, alors que peut-être ça aurait été une opportunité pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour apporter des réponses au quotidien, aux familles qui sont un peu dépassées, parce que ça arrive, aux parents qui sont un peu dépassés, surtout quand les mères sont seules, pour leurs enfants. Et qu'est-ce que ça pourrait être ces réponses, Anna Roy? Des réponses, il y en a plein. Alors moi, je pense aux maisons des 1000 jours, bien sûr, c'est une bonne structure. Le problème, c'est qu'il y a d'autres structures qui existent. Il y a déjà les centres de PMI. Et donc, c'est vrai que les parents ont du mal à s'y retrouver. Moi, je vois bien en pratique, lors d'une grossesse ou d'un postpartum, en fait, ils ne savent pas trop où se tourner. Et je pense qu'en fait, ça manque beaucoup de clarté. Et c'est là où la puissance publique a un rôle à jouer, de structuration. Enfin, pourquoi les PMI, puis les maisons des 1000 jours, puis des centres de santé périnatale, puis les associations. Tout ça est un bougli-bougla incompréhensible pour les gens. Le résultat, en tout cas, il est le même.
c'est que les gens se sentent extrêmement seuls du début de la grossesse, là ça va encore, mais à partir du moment, en tout cas, l'enfant paraît, là ils se sentent vraiment très très seuls, avec des conséquences dont on sait qui peuvent être dramatiques en termes de santé publique. Est-ce que quelqu'un veut réagir, madame? Attendez, on va vous donner un micro, madame, qu'on vous entende bien. D'abord à la dame derrière, parce qu'elle a levé la main plus vite. Ça s'est joué à 1/10 de seconde. Après, c'est à vous, promis. Merci d'avoir lancé le sujet de ces lieux ressources, de ces lieux de répit. Du coup, pour en avoir créé un il y a 1 an, du coup, on a fait un pont entre une maison des 1000 premiers jours et une maison des familles pour que, en fait, on puisse avoir une continuité. Et en fait, vraiment, c'est un lieu qui permet d'accueillir, d'écouter, d'accompagner et surtout, je rejoins Anna, de dire qu'on doit travailler en partenariat. Donc en fait, ces maisons des 1000 premiers jours, maisons des familles, ne sont possibles et ne sont intéressantes que si effectivement on fait un effort de travailler en partenariat. On a démarré avec peut-être une 50aine de familles. 1 an après, on est à 300 familles. Et du coup, c'est une belle réussite. Et les familles, je me fais leur porte-parole aujourd'hui, parce qu'en fait, les familles disent, mais vraiment, on est entre pairs, on peut échanger, on peut discuter, on sait qu'on est accueilli, qu'on est écouté dans un lieu quand même assez chaleureux, agréable, et on sait qu'on va pouvoir avancer, et si on n'avait pas eu ces lieux-là, on ne sait pas comment on aurait fait. Alors non pas que les personnes qui interviennent à l'intérieur font tout, mais je pense qu'entre elles aussi, elles arrivent à trouver des ressources fortes et surtout d'avoir un lieu un peu sécurisant. C'est un lieu refuge en fait. C'est un lieu refuge, vraiment un lieu de répit, un lieu ressource. Donc aujourd'hui, il va falloir que, effectivement, vous dites ça coûte pas cher, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Il va falloir que les pouvoirs publics nous aident un petit peu, mais peut-être que les entreprises, que les particuliers, etc., se saisissent de cette opportunité de ces lieux ressources. Voilà. Madame, est-ce que vous pouvez passer votre micro à la dame qui est juste devant vous? Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame la Présidente et merci d'avoir maintenu cette Assemblée des idées qui est très enrichissante. C'est la première fois que je viens et j'apprécie énormément. J'ai 2 questions. Alors sur le panneau, je vois qu'on parle d'inégalité de carrière. Moi, je vais donner un témoignage qui va vers les inégalités et un témoignage carrière. Donc moi, j'ai une fille qui a 21 ans aujourd'hui, donc ça fait un moment que je l'ai eue, c'était en 2003. Et j'avoue que l'expérience au moment de l'accouchement ne m'a pas... transcendée. Ça ne m'a pas vraiment donné envie d'y retourner pour revivre la même chose. En fait, c'est sur le personnel médical. Je me rappelle que j'avais un peu de mal et la sage-femme m'a dit mais allez pousser, vous savez, vos sœurs en Afrique, elles n'ont même pas de péridurale. Bon, j'avoue que ça m'a marqué aujourd'hui, je m'en souviens encore très bien. C'est une expérience qui m'a un peu freinée dans le désir de vouloir refaire un enfant. Bon, je ne dis pas que c'est la seule, mais ce n'était pas une expérience sympa. Ça, c'est ma première question. Est-ce que des formations sont prévues pour le personnel médical pour les minorités, en fait Alors, on est 20 ans après. Mais... Exactement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour que ce genre de choses n'arrivent pas Anna. Et que les personnes soient traitées pareil? Ma deuxième question, je vais la poser. La deuxième question concerne ma fille. Comme vous le savez, le réarmement démographique, c'est pas que en France où il y a une crise. Je vous donne l'exemple de la Corée du Sud, où les femmes souvent ont été enjointes à laisser leur carrière pour aller fonder leur famille, s'occuper de leur mari et tout ça. Aujourd'hui, elles refutent tout ça, elles n'en veulent plus. Elles privilégient leur carrière et ma fille regarde beaucoup les séries coréennes. Et donc, du coup, elle a le même raisonnement. Et moi, je n'ai pas la réponse à lui apporter par rapport aux questions, à ce genre de questions qu'elle me pose. Alors moi, la deuxième question, c'est quelles sont les idées attractives aujourd'hui qu'on véhicule pour que la jeune génération, la Gen Z, puisse à nouveau s'intéresser à ces problèmes de parentalité. Alors, première question pour Anna, deuxième question pour vous, Jean. Vous n'avez pas le choix. Anna, est-ce que les choses ont changé déjà en 20 ans? Quel bilan vous pouvez faire, vous qui êtes sur le terrain? Alors, les choses ont changé un petit peu,
Oui, grâce d'ailleurs aux usagères et aux féministes, il faut quand même leur reconnaître ça vraiment de façon très forte, qui ont dénoncé les violences gynécologiques et obstétricales, et c'est strictement ce dont vous avez été victime. Hein. C'est absolument scandaleux, inapproprié, enfin tout ce qu'on veut. Ça pourrait donner même lieu à des sanctions. Est-ce que dans la formation, dans notre formation de sage-femme ou de médecin, c'est suffisant ? La réponse est clairement non, même s'il y a des progrès. Mais je tiens aussi à rappeler que là, c'est des violences volontaires dont il s'agit, mais il y a aussi beaucoup de violences involontaires que nous commettons, nous, sages-femmes et nous, médecins, du fait des contraintes qui pèsent sur nous et des conditions de travail extrêmement dégradées qui existent aujourd'hui à l'hôpital, mais qui existent aussi en libéral, du fait qu'on a très peu de temps par patient et que du coup, avec ce peu de temps, eh bien, on devient, c'était un peu, moi j'avais parlé de ça en disant je suis maltraitante, pour condamner tous les agissements, mais malheureusement, ça existe encore. Non, je ne peux pas vous dire que ça n'existe plus. Alors Jean Birenbaum, sur la motivation à se reproduire. Je prendrai votre numéro et j'essaierai de vous rappeler. Non, mais bon, écoutez, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai que la vérité, c'est que, bien sûr, que l'injonction à la maternité, à l'enfantement a été très longtemps... Moi, j'ai été élevé par une mère de stricte obédience MLF, féministe, donc je sais de source sûre que l'injonction à la maternité a été très longtemps et reste souvent quelque chose comme un outil de contrainte, de domination, d'oppression, etc., un peu partout dans le monde, etc. Mais il n'empêche, donc il y a 1000 raisons de regarder des séries coréennes, et il y a 1000 raisons de ne pas vouloir d'enfants, il y en avait... mais simplement, bien sûr qu'à un moment donné, il y a cette question de l'inscription dont on parlait tout à l'heure, la question du sens dont monsieur aussi parlait, c'est-à-dire que... Mais alors là, je vais parler comme un hétéro plouc blanc assez illégitime. Mais par exemple, vous voyez, en fait, s'exposer. Souvent, moi, j'ai des jeunes qui me disent, mais en fait, c'est l'ennui, j'ai pas envie de devenir parent, c'est forcément devenir l'esclave d'un système patriarcal, oppressif, capitaliste, etc. Et c'est surtout rentrer dans une vie de routine et d'ennui. En réalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire que en fait, s'exposer à la venue d'un enfant, c'est s'exposer à ce qu'il y a de plus imprévisible. Et on dit, voilà, les pères doivent donner des repères, mais en fait, dès que l'enfant naît, et même avant qu'il naisse, il vient miner toutes les certitudes, il vient miner tout ce que vous pensez, il vient miner tout ce que vous pensez que vous allez pouvoir lui imposer comme repère, et il vient foutre en l'air à peu près tout, y compris vos relations, effectivement, avant de naître. Ce qui fait que s'il meurt avant de naître, au moment de sa naissance, il a déjà tout bousculé. Donc la souffrance est encore plus forte parce que l'attente était déjà là et elle était souvent fervente. Donc ça veut dire que je ne réponds pas du tout à la question, mais que, si vous dites que ça met du sens. Vous exposez à une aventure, on s'expose à une aventure décisive qui est tout sauf l'ennui, tout sauf la routine. En fait, tout de suite, ça vous échappe. Et surtout, vous êtes... Par exemple, moi, il y a une scène que j'aime beaucoup. J'ai la chance d'avoir une fille qui est toute jeune encore. Et parfois, je l'ai dans mes bras et je téléphone et je prends la pause comme quelqu'un d'important, qui a des choses très importantes à faire. Je téléphone au journal, etc. Et parfois, je vois comme ça que sa tête qui rentre dans mon champ de vision, un peu comme dans Guignol, vous voyez, comme ça. Et elle rentre comme ça et elle essaie d'accrocher mon regard. Et puis au moment où elle a enfin accroché mon regard, elle se met à rire, en vraiment qui veut dire pour qui tu te prends, tocard, tu crois vraiment que c'est important ce que tu es en train de faire, enfin regarde-moi, l'essentiel il est là. Et je vais te remettre à ta place. Parce qu'il n'y a pas que les pères et les parents qui peuvent donner des repères et remettre à leur place les autres ou les enfants. En fait, un enfant, avant même de naître, il vous remet à votre place et il vous fait ce cadeau que Pascal appelait le trouble de pensée, c'est-à-dire le cadeau de faire tomber les masques de la comédie sociale et de vous obliger à affronter ce à quoi vous tenez le plus et qui est ce que vous voulez, notamment, transmettre. Voilà. Amen. Bravo. Je crois que Anna Roy voulait ajouter quelque chose. Non, il faut lui dire que c'est vraiment la plus grande aventure qui nous soit donnée de vivre, et surtout en tant que femme. C'est absolument, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. C'est qu'avant, on vivait en soi, avec soi-même, avec la responsabilité de soi-même, et tout d'un coup, on se décentre. C'est absolument merveilleux. On vit en quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, et avec la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et en plus, il nous est donné, nous, la possibilité, à nous les femmes, de nous dédoubler. Enfin, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Voilà qu'elle était une quand elle rentre dans une salle d'accouchement, et voilà qu'ils étaient 2 ou 3 ou 4. Enfin, c'est quand même... Enfin bon, évidemment, je suis sage-femme, donc je ne suis pas du tout objective. Mais je trouve ça... Je pleure à chaque naissance, quoi. Vraiment, c'est magnifique, c'est merveilleux.
Voilà, c'est le remède à l'égocentrisme que vous évoquiez tout à l'heure. Le remède à l'égocentrisme que vous évoquiez tout à l'heure, Boris Cyrulnik, c'est bien de faire un enfant. J'espère qu'on l'aura un peu motivé. Vous transmettez ? Moi, vous nous direz. Madame, je vous écoute. Non, madame, oui, madame. Vous pouvez vous lever, madame, s'il vous plaît ? Voilà un sujet qui vous stimule, j'ai l'impression. Oui, bonsoir. Et merci encore d'avoir gardé cette assemblée des idées. Je voulais simplement dire que je pense que le désir de maternité a reculé dans le temps pour les femmes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup autour de moi, et je voulais savoir si on peut le retrouver nationalement parlant, des jeunes femmes qui d'abord pensent à leurs activités professionnelles et qui, entre 35 et 40 ans, souhaitent avoir un enfant. Et à ce moment-là, en tout cas c'est ce que j'ai constaté autour de moi, ont beaucoup plus de difficultés à avoir un enfant à ce moment-là. Donc je voulais savoir si on le constate d'une manière plus générale que ce que je peux l'avoir moi constaté dans un univers plus restreint. Alors oui, Boris Cyrulnik. Le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Un utérus de 31 ans n'est pas un utérus de 25 ans. Et les femmes font des enfants. Alors moi j'étais resté au chiffre de 31, 32 ans, mais récemment j'ai appris que ça monte à 34 et même 35 ans. C'est-à-dire que quand une femme a une maternité retardée, dès l'âge de 31 ans, il faut commencer à médicaliser. Ça ne veut pas dire que ce soit anxieux. C'est généralement bon enfant. C'est la tension, les reins, le diabète, c'est des diagnostics courants, ce n'est pas angoissant, mais c'est médicalisé. Et la technicisation change les relations dans le couple. Par exemple, les jeunes mères maintenant, avant, les jeunes mères, quand elles avaient un problème, elles demandaient conseil à leur propre mère. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles téléphonent au pédiatre qui est injoignable, parce qu'il n'y a plus de pédiatre. Donc ça veut dire que... Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent des livres, par bonheur. Ceux d'Anna Roy sont pas mal, hein, je vous les conseille. Mais ça pose un problème, c'est que maintenant, la grossesse sera de plus en plus médicalisée. Et alors, c'est bien pour les femmes, parce que comme vous l'avez dit, ça permet de respecter leur personnalité, à condition que notre culture qui valorise le développement personnel continue, ce qui n'est pas sûr. On voit notamment aux États-Unis, on voit de plus en plus de jeunes qui décrochent. Au début, je croyais que c'était les garçons qui décrochaient, et maintenant, on voit de plus en plus de filles qui se mettent à décrocher aussi. Donc ça veut dire que notre culture du sprint, notre culture du développement personnel, c'est pas sûr qu'elle dure, elle coûte très cher. Alors, ce qui se passe pour les enfants, c'est que les enfants ont intérêt à avoir une mère âgée. Parce que quand ils ont une mère de 25 ans, elle est toujours au sprint, elle a sa carrière à faire, elle a des études à terminer, et elle est sévère. Alors que quand les enfants sont élevés par les grands-parents, alors là, c'est du gâteau tout le temps. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de changer les structures affectives. Et que le processus est... Alors, dans le développement d'un enfant, on a tous été, pendant les 2 premières années de notre vie, les 1000 premiers jours, sous l'emprise de notre mère. Elle nous prenait, elle nous nourrissait, elle nous toilettait, elle nous couchait, c'est elle qui décidait. Mais, par bonheur, il y avait 2 processus d'autonomie vers l'âge de 3 ans. Viens mon chéri, on doit prendre le train pour aller chez grand-mère. Et le chéri, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit et il va se cacher sous une table ou dans un placard. Pour lui, c'est le triomphe de l'autonomie. Je peux enfin m'opposer à la toute-puissance maternelle. Et pour la mère, c'est tu vas me faire rater le train, et c'est le premier conflit de génération. Mais il y a un deuxième conflit, alors là où les politiciens sont fortement mis en cause, c'est l'adolescence. C'est-à-dire que c'est le moment où on donne sens à nos efforts. C'est-à-dire, donner sens, c'est qu'il faut que l'enfant, les parents, aient une signification et une direction. Je veux bien faire un effort pour avoir un diplôme. Je veux bien faire un effort je veux bien travailler, accepter ce métier difficile pour faire tomber une paye à la maison. Si ça a un sens, le sens qu'on donne aux événements et aux choses modifie la manière dont on les ressent.
Un effort qui n'a pas de sens, c'est une souffrance. On a beaucoup parlé de sens. Le même effort qui a un sens, c'est un entraînement sportif. Donc ça veut dire que... Et là, les politiciens sont défaillants en Occident. Les États-Unis actuellement, on le voit avec les garçons adolescents plus qu'avec les filles, c'est une catastrophe. La violence des garçons américains et la violence des bébés américains. Les bébés américains deviennent insécurisés. On ne peut plus... Un bébé français, oui, maman est là, paf, il se calme. On le prend dans les bras, paf, il est content. Un bébé américain, on le prend dans les bras, il continue à brailler. C'est-à-dire qu'il sursaute, ça va trop vite. Tous les pays d'Europe du Nord ont ralenti le développement dans les familles et dans les écoles. Pas de notation avant... Non, vous êtes passionnant, on vous écouterait des heures, mais regardez, là, tout là-bas, tout le monde s'agite, notamment Madame tout au fond, qui veut absolument intervenir. Si on m'avait dit un jour que j'interromprais Boris Cyrulnik... Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Da Silva. Je suis la présidente d'une fondation, Fondation Manassé. Moi-même, j'ai 5 enfants biologiques, plus 30 enfants. Je gère un orphelinat. Et dans l'orphelinat, j'ai 30 enfants. Et là, je vis la parentalité. Où se trouve votre orphelinat? C'est au Congo. D'accord. Donc là... j'ai au moins eu la réponse de mes questions par rapport à toutes les différentes sujets que j'ai entendus ce soir. Ça me permet au moins de ne pas paniquer à chaque fois parce que chaque enfant a son caractère. J'ai vu des choses, mais pour moi, la maternité, c'est une passion pour moi. J'ai toujours aimé les enfants. Même s'il fallait faire 9 enfants, j'allais le faire même. Malheureusement, par rapport à ma carrière, je suis restée 20 ans aux Galeries Lafayette en tant que maquilleuse professionnelle et le travail, et les 5 enfants, et gérer l'orphelinat. Maintenant, je vis au Congo, je gère les enfants sur place et je suis vraiment contente. Les enfants, c'est vraiment sacré. Et j'aimerais que toutes les personnes qui n'ont pas envie de faire, d'essayer, parce que... Vraiment, vous direz ça à votre fille, c'est pas mal, hein? Mais oui, vous pourrez lui montrer les images. Voilà. Vraiment, merci. Merci beaucoup, merci à la présidente. Très émouvant. Oui. Je crois qu'on est beaucoup à se dire la même chose. Oui. Oh là là, il y a trop de mains qui se lèvent. 30 enfants, c'est 30 histoires et 30 caractères différents, il faut le faire. J'ai envie d'entendre un jeune homme. On n'a pas entendu de jeune homme depuis le début de la... Enfin, si, on a entendu plein de jeunes hommes, oulala. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Madame la Présidente, bonsoir chers intervenants. Ma question, c'est plutôt un avis. On a entendu à travers tous les exemples de familles issues du même genre, ou une famille où c'est un papa et une maman, mais comme Madame vous l'avez dit, il y a aussi les orphelinats qui existent. Et on peut être parent d'enfants orphelins. Et à travers ce débat, c'est aussi un sujet tabou, et on oublie souvent. Et moi, j'ai beaucoup de peine parce que ces enfants-là, si ça aurait été vraiment le bonheur, ils ne seraient vraiment pas là à attendre une famille. Ils vivent vraiment dans le désespoir. Leur chance, leur but, c'est de survivre. Parce qu'ils sont, même s'ils sont accompagnés, ils doivent survivre entre eux parce qu'au final, ils vont être lâchés quoi qu'il arrive à un moment. Et les familles qui font le choix de tout simplement leur donner une chance, ils font ce choix-là parce que eux, ils pensent qu'il faut leur donner une meilleure vie. Donc, ils vont aller de l'avant pour tout simplement choisir. On ne peut pas être parent on ne peut pas adopter sans forcément être parent, c'est pas possible. Du coup, ils ont cette autorité on va donner une protection à cet enfant, on va lui donner une chance de ne pas survivre, mais de vivre convenablement, de lui donner cette chance-là. Et je voudrais vous poser la question, vous demander votre avis. Ces familles-là qui font ce choix-là, que tout le monde ne peut pas faire, parce que c'est quand même un choix impossible, sinon tout le monde l'aurait fait. Ces inégalités qu'elles peuvent rencontrer, le fait de partir à l'étranger, parce que des fois en France c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et qu'on n'en parle pas assez dans l'actualité. Merci. Alors, qui veut répondre? L'adoption, puisque je crois que malheureusement il y a beaucoup de parents qui voudraient, de parents ou de familles, de couples, qui voudraient adopter et qui ne peuvent pas. Parce que dans un pays comme la France, dans les pays européens par exemple, il y a très peu d'enfants à adopter. Et même dans les pays maintenant du Sud,
c'est devenu plus difficile pour des raisons de protection des enfants. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la Convention de la Haye, qui sécurise aussi les enfants, parce qu'à côté de l'adoption, il y a eu beaucoup de trafic. On a tous à l'esprit un certain nombre d'histoires terribles où des enfants ont été enlevés à leur famille pour être vendus à des familles européennes, occidentales, etc. Donc c'est vrai que l'adoption, c'est devenu un parcours du combattant. Et sans doute faudrait-il qu'il y ait une réflexion, mais elle ne peut pas être simplement française, il faut qu'elle soit internationale, pour voir comment on pourrait apporter des réponses, puisqu'il y a des enfants qui pourraient être adoptés, il y a des enfants qui naissent dans des pays et qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui peuvent s'en occuper, où les parents sont morts dans les territoires de guerre, par exemple les territoires en guerre. Et on n'arrive pas aujourd'hui à avoir les bonnes solutions. Mais la réponse, elle n'est pas uniquement française, je tiens à le dire, puisque ce sont des textes internationaux qui s'appliquent. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, là. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Paul et j'ai une question sur la coparentalité. Qu'est-ce que la coparentalité ? Face à la diversification des modèles familiaux, famille unie, recomposée, monoparentale et autres, comment peut-on mieux accompagner les parents pour qu'ils instaurent une coparentalité éthique et responsable, adaptée à chacun de ces types de familles ? Comment réussir cet accompagnement malgré les inégalités économiques et relationnelles ? Merci. Alors tout à l'heure, Boris Cyrulnik, vous avez parlé de notion de triangulation. Finalement, plus besoin d'avoir un papa, une maman, ça va être deux papas, deux mamans. Est-ce que vous voulez répondre à monsieur sur le sujet? Alors, les rôles parentaux sont métamorphosés. Il y a une ou deux générations, c'était maman gâteau et papa pélican. Papa pélican qui allait à l'usine et maman gâteau. Ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Mais donc, quand le divorce était interdit, ça devenait une prison. Beaucoup de femmes devaient rester avec des hommes violents. Beaucoup d'hommes devaient rester avec une femme quand elle était malade ou quand elle avait un trouble psychiatrique, ils n'avaient pas le droit de divorcer. Aujourd'hui, on n'est plus libre. On est plus libre aujourd'hui. Alors, la liberté se paye. C'est que l'autre jour, j'ai accompagné un jeune pendant très longtemps. Il a rencontré une femme qui avait un enfant et avec qui il a eu un deuxième enfant. Le couple a bien marché pendant quelques années. Et puis ce jeune a rencontré une autre femme qui avait 3 enfants de 3 pères différents. Dites-moi où est l'Oedipe. Dites-moi où est la structure de parenté. Dites-moi comment l'enfant va se construire dans un cafouillis de structures de parenté pareilles. Donc je pense qu'autant l'évolution, la libération a été nécessaire, autant je pense que l'excès de liberté peut mener au cafouillis des structures de parenté. Monsieur. Bonsoir, désolé, mais il y a plein de propos qui depuis tout à l'heure me posent problème et celui-ci en fait partie. Par exemple, moi je ne souhaite pas pour l'instant avoir des enfants et ça n'est pas un drame, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une fin en soi de devoir avoir un enfant et d'être en couple. Notre système en plus à nous qui est plutôt planétaire, le système patriarcal, fonctionne en duo. Souvent père-mère, père-père, maman, etc. Enfin en tout cas un duo, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres manières aussi de pouvoir voir le couple, qu'il y a des troubles et d'autres manières de pouvoir explorer son amour. Tout à l'heure, vous disiez, madame, que c'est un remède à l'égocentrisme d'avoir un enfant. C'est quoi le problème avec le fait d'être égocentrique? Je pense qu'on peut d'abord penser à nous. Souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière une grande identité globale pour faire un mur ou une muraille. Mais je crois que pour être puissant, il faut d'abord que nous-mêmes on incarne un mur et qu'ensuite un mur plus un autre mur, donc une culture plus une autre culture, on va fonder une grande culture et une grande muraille pour être beaucoup plus puissant. Et ce que vous venez de dire, je trouve ça un petit peu problématique par rapport à Oedipe et la manière dont une femme peut s'exprimer sexuellement et avoir une manière de vivre son rôle de maman avec d'autres figures paternelles. Moi par exemple, pour vous répondre, j'estime ne pas avoir eu de père parce que mon père n'a pas rempli ni son rôle d'homme, ni son rôle de père. Ok, on pourrait questionner ce que c'est qu'être un homme, et surtout peut-être que des personnes se questionnent en me voyant qu'est-ce que c'est qu'être un homme, peut-être. Mais j'estime ne pas avoir eu de père, et l'amour que j'aurais pu donner au rôle d'un père à l'homme, je décide de le donner à l'État.
je décide de le donner au monde. Et ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un qui va aller brûler des poubelles. Il ne faut pas non plus différencier et faire un amalgame entre des personnes qui s'expriment sociétalement en rentrant dans le lard économique, parce qu'on sait tous et tous très bien que pour se faire entendre, je vous regarde aussi vous madame, malheureusement, il faut devoir frapper, enfin même pas frapper forcément, mais parfois brûler, quitte à rentrer dans la gueule des gens économiquement parlant, parce que c'est un moyen de se faire entendre. Notre système fonctionne par le capitalisme. Si on fonctionnait tous et tous par le cœur et l'amour, on n'en serait pas forcément à devoir constater des violences permanentes. Et pour appuyer mon propos de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants, je ne souhaite pas faire partie de ce plan de réarmement démographique, parce que je ne suis pas une arme et mon enfant et mes enfants ne seront jamais des armes et pour personne. Et je ne souhaite pas non plus offrir la vie sur une planète Terre où les génocides s'enchaînent en permanence. Donc voilà, c'est juste mon envie d'intervenir, parce que ça me bloquait la gorge. Ne pas avoir d'enfants, c'est aussi une liberté. Bien une sûr, liberté d'être soi-même. bien sûr. C'était important de le dire. Et là, on n'a pas besoin de brûler des poubelles, parce que l'Assemblée des idées, c'est justement, les portes sont ouvertes, et on est très content d'avoir entendu votre voix. Monsieur. Ah non, entendu trop de garçons, excusez-moi. Madame à côté, et après vous, promis. Non, je sais pas, je dis, attendez, parité. Madame d'abord, ensuite c'est vous, promis. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi j'ai voulu évoquer justement, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage sur le soutien surtout l'accompagnement des parents qui ont des enfants malades ou en situation de handicap. Alors pour moi, en tant que maman, devenir parent, c'était une expérience bouleversante, remplie de joie et de défis. Mais après, lorsqu'on se retrouve confronté à un handicap ou à une maladie grave de son enfant, le quotidien prend vraiment une autre dimension. Les priorités changent, les repères se redéfinissent et la vie s'organise autour des soins constants et d'une vraiment quête incessante pour le bien-être de l'enfant. Et c'est par expérience, c'est que généralement dans les hôpitaux, on trouve que les mamans. Peu de papas, malheureusement. Et sincèrement, j'ai essayé de voir comment pour une mère en particulier, ces épreuves sont souvent vécues dans l'ombre et sacrifices, surtout un amour inconditionnel qui se mêle. Et ces femmes affrontent vraiment ces défis, et tout en portant le poids des responsabilités invisibles mais cruciales. Et on constate une transformation de la vie personnelle, carrément. Alors, montagne russe émotionnelle, surtout inquiétude, impuissance, mais aussi force. Il y a aussi l'isolement social. La vie devient centrée sur les soins de l'enfant, limitant les relations sociales, et ajustement des routines quotidiennes, planification minutieuse surtout des soins médicaux et thérapie. Il y a un grand impact sur la carrière professionnelle de la femme. Priorité bouleversée, bien sûr, la carrière passe souvent au second plan. Discrimination et manque de flexibilité professionnelle. Généralement, c'est une réorientation vers des métiers plus adaptés ou carrément à une profession libérale pour être plus libre. Il y a des nouvelles priorités dans la vie aussi. C'est plutôt une vie centrée sur le bien-être de l'enfant, réévaluation des ambitions personnelles, développement d'une grande résilience au prix des sacrifices personnels, relations renforcées avec l'enfant, mais potentiellement source de stress. Il y a toujours les stéréotypes de genre et charge mentale. La société attend souvent des mères qu'elles assument seules la charge des soins, et surtout, il y a un manque de reconnaissance et de soutien pour leur rôle. Là, ça, c'est vraiment ce que j'ai récolté des femmes qui accompagnaient leurs enfants aux hôpitaux. Comment on pourrait aider ces mères ? C'est en propos liminaire quand je disais que l'intime percute la vie des femmes de façon très forte, beaucoup plus que pour les hommes. Et je pense qu'on ne l'a pas assez redit ce soir, à quel point c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes que pour les hommes.
les enfants malades, bien entendu, le deuil périnatal, tous les événements, les interruptions spontanées de grossesse. Et effectivement, ces femmes, dans le quotidien, manquent terriblement de soutien, à la fois parfois de leur entourage, mais aussi des puissances publiques, ça j'en suis intimement convaincue. Mais c'est fou comme les femmes, moi je suis épatée de voir chaque jour auprès de mes patientes à quel point elles sont fortes, mais trop presque. Enfin, c'est incroyable ce qu'est capable d'accomplir une femme c'est hallucinant. Et ça, c'est vrai que pour les hommes, ça ne percute pas de la même façon. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et on oublie vraiment de le dire. Je pense qu'il faut redire à quel point les femmes sont vraiment percutées par l'intime beaucoup plus que les hommes. Oui, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant pour les femmes que pour les hommes, parce qu'on attend des femmes, elles culpabilisent aussi, c'est-à-dire que la société exige des femmes ce qu'elles ne demandent pas aux hommes, et les femmes s'auto-exigent ce que les hommes ne se demandent pas. On a parlé des voisins, de la famille, des pouvoirs publics, des médias. Moi, je voudrais aussi parler des entreprises. Parce que les entreprises ont une responsabilité. Les entreprises, pour une entreprise qui accorde des congés de naissance gigantesques, beaucoup plus que ce que permet la loi, pour une entreprise qui va permettre à la mère ou au père d'un enfant malade, en général à la mère, de prendre des congés, combien il y en a qui explique à la mère qui vient d'accoucher et qui est encore en congé maternité, mais tu reviens quand, ou vous revenez quand? Au fait, on voulait vous dire que, évidemment, vous avez le même job, mais vous allez avoir à vous occuper de votre enfant, donc franchement, la promotion, c'est pas forcément maintenant, ce serait pas un cadeau à vous faire, parce que vous aimez tellement votre enfant, vous avez tellement envie de vous en occuper. Tout ça, on le dit pas au père qui vient d'avoir eu un enfant. Et donc, moi, je voudrais, la responsabilité des pouvoirs publics, c'est peut-être aussi d'asticoter les entreprises et de leur faire, de les obliger à respecter un certain nombre de règles, davantage qu'elles ne le font. Mais il y a les lois, il y a des lois, il y a plein de lois qui protègent, et les entreprises, elles ne se mettent pas forcément en infraction, mais là encore, c'est insidieux du côté de l'employeur de venir exiger, demander, culpabiliser. Alors il ne faut pas oublier la responsabilité des employeurs. Monsieur, on vous écoute. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs. Alors moi, j'aimerais juste, tout d'abord, rebondir sur donc, du coup, la parole qu'une consoeur à moi a prise à peu près vers là-bas, je ne sais plus exactement qui, mais également pour donner des raisons en tant que personne étant désignée comme étant une personne dite racisée dans la société. Il y a plusieurs raisons qui peuvent empêcher, par exemple, des personnes parfois d'avoir des enfants. Non pas, par exemple, parfois le manque d'argent, mais tout simplement, j'ai entendu il y a 2 jours, il me semble, Madame Rachida Dati qui parlait de son enfant et qui disait qu'elle avait pas le même caractère qu'elle. Et ça a fait écho dans le sens où quand on est une personne racisée, une personne homosexuelle, lorsqu'on est une femme lesbienne qui, dans son enfance, même si va être amenée à avoir une grande carrière, on a subi des choses et en grandissant, on a souvent tendance à étouffer les choses. Est-ce que parfois, on ne va pas vouloir faire des enfants justement parce qu'on va se dire « Ah, mais c'est mon enfant, d'accord, j'ai une carrière, j'ai de l'argent, etc. Mais est-ce que mon enfant va avoir les mêmes épaules que moi ? Est-ce qu'il va pouvoir, comme moi je l'ai fait, parfois surmonter les épreuves et donc du coup réussir à s'épanouir dans une société donnée à un moment T ?» Donc c'était pour répondre aussi le fait que pour toutes les personnes qui appartiennent à des minorités, parfois le fait de subir certaines agressions vont empêcher les futurs adultes qui n'auront pas guéri ces traumas-là de parfois être réfractaires à avoir des enfants. Et pour donc du coup prolonger donc du coup ce que monsieur Cyrulnik, excusez-moi, disait tout à l'heure, est-ce qu'on n'aurait pas mis au-delà de la responsabilité bien évidemment de l'industrie, donc du coup cinématographique, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas tous une responsabilité personnelle dans la remise en question parfois du rôle qu'on a en tant que parents, dans le fait de s'interroger sur les méthodes qu'on emploie pour parfois éduquer nos parents éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants, excusez-moi. Non, mais c'est un lapsus très révélateur, parce qu'au bout d'un moment, c'est l'inverse. On est d'accord. Éduquer, excusez-moi, nos enfants. Et donc, du coup, moi, ma question serait, est-ce qu'on ne pourrait pas
mon idée vaut ce qu'elle vaut, mais est-ce qu'on ne pourrait pas donc, du coup, essayer de mettre en place dans les universités, parce que étant relativement jeune, je n'ai que 20 ans, je sais que souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, alors moi, personnellement, j'ai envie d'avoir des enfants, mais pas maintenant, étant étudiant en droit, et on se dit, bon, on va avoir des enfants, mais plus tard. Donc on ne se pose pas la question, on n'aborde pas le sujet. Et étant présent ce soir, j'ai eu pas mal de témoignages, appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vous en remercie toutes et tous. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place certaines choses parfois dans les universités, non pas pour dire aux gens et aux étudiants, faites des enfants, mais plus pour, comme ce soir on le fait, mettre en place une cellule où on pourrait parler, ou nous informer, parce que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Pourtant, j'ai le bonheur d'être oncle de 2 enfants, d'avoir 2 frères et sœurs, mais il y a plein de choses que j'ai apprises que je ne savais pas. Et donc du coup, de mettre en place des choses pour nous, mais dans la démarche pédagogique de semer une graine parfois dans notre cerveau, de nous apprendre des choses auxquelles on ne va pas forcément réfléchir et penser maintenant, mais qui seront quelque part dans nos têtes, et au moment où on voudra avoir des enfants, y repenser et se dire, ah bah tiens, là j'étais à l'Assemblée nationale et j'ai quelques idées qui me reviennent. Voilà. Oui, c'est que ça se prépare. Réfléchir. Alors, sinon, je peux vous proposer aussi, avant que les cellules soient créées, de regarder La Maison des Maternelles tous les matins sur France 2. On y réfléchit beaucoup. Jean, vous voulez répondre? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, mais c'est l'interro surprise permanente. Non, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Non, mais en fait, si vous me donnez la parole, moi je voudrais dire juste que bon, j'ai trouvé très belle l'intervention de monsieur, et j'ai trouvé absolument magnifique l'intervention de cette jeune personne qui s'est levée, qui a dit tout ce qu'elle a dit, et les poubelles brûlées, etc. Et quand vous avez dit, vous vous interrogez sur ce qu'est un homme en me regardant, et ça c'était tout à fait bouleversant. Et vous avez utilisé un argument d'ailleurs qui rejoint un peu ce que le jeune homme vient de dire, quand vous avez dit, on n'a pas... Vous avez dit, j'ai pas envie, est-ce qu'on a envie de mettre un enfant dans ce monde tellement violent, tellement cruel, et vous avez dit, mais est-ce qu'on a envie de mettre un enfant dans un monde où il va peut-être subir les mêmes discriminations, il va peut-être reconduire inconsciemment ou consciemment les mêmes souffrances, etc. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, parce que c'est un argument qui revient souvent, c'est des arguments qui reviennent souvent et qui sont tout à fait pertinents et justifiés et forts. Et en même temps, et c'est juste c'est pas du tout pour vous convaincre de quoi que ce soit, c'est pour apporter un élément de discussion. Il y a eu peu de périodes où le monde était pacifique et doux et formidable. Et par exemple, si je reprends cette philosophe que j'ai citée tout à l'heure, Hannah Arendt, elle a quitté l'Allemagne en 1933 parce qu'il y avait un truc qui lui plaisait pas, qui était le nazisme. Bon voilà, chacun ses raisons. Et donc elle a quitté l'Allemagne et elle s'est retrouvée à Paris. Bon, elle a failli, elle s'est retrouvée aussi dans un camp. Elle a réussi à gagner les États-Unis. Enfin, elle a failli vraiment ne pas en sortir. Mais ce qui est beau, c'est que d'abord, elle s'est occupée d'enfants. Elle a tourné le dos à plein d'intellectuels qui, justement, n'en avaient rien à faire des enfants, qui étaient obsédés par la mort, avaient par ailleurs été très complaisants à l'égard du nazisme. Elle s'est occupée d'enfants et de la survie d'enfants, très prosaïquement, très concrètement. Et il y a un passage magnifique dans un livre où elle parle des réfugiés, où elle parle des minorités. Elle parle des minorités, de ce qui leur reste, de la langue. Quand elle dit notre seule patrie, c'est notre langue, etc. C'est un texte qui s'appelle « Nous autres réfugiés » qui est absolument sublime pour quiconque a un rapport avec une altérité, etc. Et à un moment donné, elle dit « Nous avons vécu des horreurs pires que la mort, nous avons été témoins d'horreurs pires que la mort, et sans avoir pu trouver d'idéal plus haut que la vie. » Et en fait, il y a une tradition, une autre tradition, cachée, elle appelle ça d'ailleurs une tradition cachée, où finalement on a l'impression que c'est parce que le monde se dérobe, c'est parce que l'humanité est menacée par une fin imminente et qu'il y a des violences épouvantables, que la nécessité de mettre des enfants est décuplée. Je dois te porter là où le monde se dérobe. C'est une formule d'un autre philosophe qui s'appelait Jacques Derrida, qui est toujours conspué par la manif pour tous dans des meetings de masse, etc. Mais ils ont tort. Derrida avait aussi une pensée de l'enfant très forte. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi avoir comme une espèce d'intuition ou d'évidence solide, à même la peau, que bien sûr c'est terrible de mettre des enfants dans ce monde-là, que c'est toujours une crainte de voir renouveler les oppressions et les souffrances et les traumas, etc. Mais on peut penser à l'inverse, que c'est la violence du monde qui rend encore plus précieuse et urgente la naissance d'enfants, et que finalement l'enfant, que toute vie est une survie dont l'enfant se porte garant, en fait. Et ça peut être une option, comme une autre, c'est pas la seule. En tout cas, merci. En fait, ce que je voulais dire, c'était surtout merci, c'était magnifique ce que vous avez dit. Merci. Allez, un petit peu là-bas. Madame, je vous ai promis d'un regard, donc ça devient difficile de choisir.
Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, donc Micheline Misrahi. Donc, je trouve que ces débats sont très passionnants et on a beaucoup discuté de ça avec Boris Cyrulnik quand effectivement on a rédigé ce livre qui s'appelle « Nouvelle fertilité, nouvelle famille, nouvelle humanité ». Alors, tout d'abord, moi je voudrais donner aussi la parole aux démographes, c'est important, on parle de natalité, donc c'est quantitatif, et les démographes, ils ont des avis qui sont assez tranchés. Donc, pourquoi s'intéresser à la natalité, hein, c'est d'abord une première question qui pose des problèmes éthiques importants, et vous devez savoir qu'il y a une réflexion en ce moment du Comité national d'éthique sur ces questions, puisqu'il y a une espèce de vision utilitariste de la vie humaine, et il faudrait faire des enfants, oui, mais pourquoi, hein, pour les retraites ou je ne sais quoi. Donc là, c'est quand même une question. Hein, il faut savoir aussi que si on tient compte de l'immigration, l'indice de fécondité, il n'est plus de 1,69, il est de 2. Donc on arrive au renouvellement des générations et donc l'immigration, c'est un fait. Et de plus en plus, il y aura donc ces mouvements de population. Et puis, qu'est-ce que nous disent les démographes? Eh bien, les démographes, ils nous disent que la baisse de natalité, elle est mondiale. Et la première cause de cette baisse de natalité, ce sont les inégalités femmes-hommes. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années quand même pour la femme? Il y a eu la contraception, l'IVG, il y a eu quand même... La femme a pu enfin être, si je peux dire, maîtresse de son corps et elle a pu décider quand elle voulait des enfants. Donc bien sûr, il y a une baisse de natalité et dans les pays où les femmes ont des droits, où elles ont accès à une contraception, il y aura une baisse de natalité et il n'y a pas de baisse de natalité en Afrique, en Afghanistan, au Pakistan, enfin dans les pays où les femmes n'ont pas de droits. Donc c'est vraiment, ça accompagne l'évolution naturelle donc, du statut de la femme. Mais donc on se trouve en face maintenant du fait qu'il y a une inégalité très importante dans nos sociétés entre les femmes et les hommes. Et quand on interroge les femmes, la première cause du refus, il y a 30% des femmes en âge de procréer actuellement qui ne veulent pas d'enfants. Pourquoi? La première cause invoquée, ce sont les inégalités femmes-hommes. Oui, on peut trouver des logements, oui, on peut donner des crèches, oui, on peut accueillir les enfants, mais si au final ce sont les femmes qui s'occupent de tout ça, eh bien, ça crée des complications très importantes. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, le rôle des entreprises, etc. Mais il y a une refonte beaucoup plus importante de la société qui est de permettre aux femmes, pendant leurs études, d'avoir des enfants. Or, très souvent, ce n'est pas possible. Que ça soit tout type de formation dans l'enseignement supérieur, pendant leur carrière professionnelle, etc., aménager le temps de travail. Donc ça, c'est une refonte complète de la société. Et je le répète, c'est la première cause. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est de lutter contre les stéréotypes à l'école. Les petites filles, les petits garçons, si vous leur posez des questions, qui fait quoi, qui fait la cuisine, qui s'occupe des bébés. Donc c'est à l'école qu'il faut lutter contre ces stéréotypes de façon à pouvoir promouvoir cette égalité. Et c'est ça qui permettra, qui redonnera aussi la possibilité, l'envie, mais la possibilité des femmes d'avoir une vie normale, une vie professionnelle et une vie reproductive. Voilà. Bravo. Est-ce que l'entreprise aussi n'a pas... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Marisol Touraine, mais c'est vrai que culturellement, par exemple, dans une entreprise, il n'est pas bien vu dans encore bien des domaines que le père prenne son congé paternité. Déjà, 11 jours, il ne le prenait pas tous, mais alors là, 28. Et puis les réunions qui se terminent à 20 heures, qui sont essentiellement habitées par des hommes. Donc, est-ce que ça ne passera pas par là aussi? Marisol. Absolument, mais c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des composantes de la société prennent conscience qu'il faut favoriser l'accueil des enfants, l'accueil au sens, j'ai envie de dire, global, pas simplement des crèches, etc., mais garantir aux parents qui vont pouvoir sortir de l'entreprise pour aller s'occuper d'un enfant lorsque c'est nécessaire, et puis revenir après un accouchement en n'ayant pas à se justifier, en retrouvant des responsabilités si on en veut, en prenant de nouvelles, et que les pères puissent prendre leur congé paternité, parce que vous avez tout à fait raison, la proportion d'entreprises qui le refusent
ce qui est illégal, mais qui le refuse en expliquant que tel dossier va lui être retiré ou je ne sais quoi, reste tout à fait Donc ça devrait être significative. obligatoire, en fait. Mais c'est obligatoire en théorie. Mais après, on fait pression. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas simplement les entreprises, les responsables politiques, les médias ont un rôle important. Organiser des débats comme celui de ce soir, le faire dans les universités, comme disait le jeune homme, faire en sorte que dans plein d'endroits, il y ait des débats, justement, pour faire prendre conscience de ce qu'on peut faire et permettre aux gens d'exprimer leurs attentes. Anna Roy, les pères que vous voyez qui accueillent leurs enfants et qui, normalement, sont censés s'en occuper pendant 28 jours, est-ce que vous voyez beaucoup de pères qui profitent de leur congé paternité, qui sont heureux et qui l'assument ensuite dans leur entreprise? Oui, ils sont tous heureux de prendre leur congé paternité. Par contre, effectivement, le fait qu'il y ait une inégalité dans les congés est vraiment un grand pourvoyeur d'inégalité après, parce qu'en fait, le coparent, quand il retourne au boulot, donc au bout des 28 jours, la femme, pendant ce temps-là, la mère, absorbe une quantité astronomique de tâches, etc. Et quand la mère retourne au boulot, eh bien, le coparent ne comprend pas pourquoi les choses devraient changer. Et donc, c'est un facteur majeur d'inégalité. Il faudrait vraiment que les congés soient équivalents et qu'ils puissent le prendre. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a des chefs d'entreprise, il y a des agriculteurs, il y a toute une catégorie de la population qui ne peut même pas prendre ces 28 jours. Madame. Bonsoir, je m'appelle Julie. Merci de nous recevoir tous ici. Alors, moi, j'ai l'impression d'être... j'ai pratiquement vécu tout ce qui a été dit ici. Mais vraiment, ça m'a fait rigoler, enfin, depuis tout à l'heure. Je vais essayer d'être courte. J'ai perdu un frère à l'âge de 4 ans. Ma mère, quand elle est tombée enceinte de mon petit frère, elle a été hyper malade. Ça ne m'a pas donné envie d'avoir des enfants. Ensuite, j'ai eu la carrière. J'ai été étudiante. J'ai une petite carrière de sportive de haut niveau. Et c'est vrai que je n'ai pas eu envie d'avoir d'enfants à ce moment-là. Et quand j'ai arrêté ma carrière de sportive de haut niveau, j'ai eu envie d'avoir des enfants. Et ma sœur est tombée enceinte. Ma nièce m'a appelée maman pendant 2 ans parce qu'en fait, je l'ai accaparée. Et l'envie d'être maman m'est passée. Et elle commence à couper le cordon, elle a 18 ans. Je vous assure, c'est mon bébé, ma nièce, c'est mon bébé. Et l'adoption, j'y ai pensé, mais étant femme seule, et je vivais avec quelqu'un, mais qui était plutôt violent, donc j'ai pas du tout eu envie d'avoir des enfants avec. Et en fait, quand j'entends tout ce que vous dites, et le cafouillis des parents, ça me touche aussi, parce que quand je suis née, depuis petite, j'entendais « Ah, mais tu ressembles pas à ton père ». Mais bon, passons. J'ai eu un père, et il y a 8 ans, un monsieur arrive sur mon Facebook et écrit « Ah, ma fille, tu m'as manqué ». Donc, tout remonte. Donc, franchement, pratiquement tout ce que vous avez dit, là, je l'ai vécu dans ma vie. Donc, ça, c'est bizarre. Donc, quand on parle de cafouillis, aujourd'hui, j'ai 2 pères, j'ai deux pères et 2 mères, parce qu'ils me considèrent comme sa fille. Et j'ai mon père avec lequel j'ai vécu, dont je porte le nom. Et j'ai eu une maman qui m'a adoptée quand j'étais étudiante, parce que je fréquentais ses enfants, et qu'aujourd'hui, elle m'appelle ma fille et que je l'appelle maman. Donc, j'ai vraiment... ça me fait vraiment bizarre. Et donc, je me dis que j'ai l'impression d'être passée à travers tout ça, d'avoir quand même vécu les parents, parce que mon travail, quand ma nièce est née, qu'elle avait 2 ans et que ma soeur était en difficulté, moi, je l'avais dans le couffin, au bureau, pendant que je travaillais. J'étais responsable d'exploitation chez un client. Donc, les entreprises participent. On ne m'a jamais interdit d'emmener ma nièce. Ma soeur, elle ne pouvait pas. Je travaillais chez L'Oréal comme responsable d'exploitation. Quand je partais, je leur disais, bon, désolé, ma soeur, elle ne peut pas, je vais chercher mes neveux et mes nièces. J'ai travaillé chez Air France, grande entreprise, Air France Cargo. J'avais ma nièce, quand elle a eu 11 ans, elle ne pouvait pas rentrer à la maison parce que le collège était loin. Je mettais déjeuner avec ma nièce, avec Chouchou. Les clients, ils ont vu ça. Réunion, au lieu de mettre les réunions à 14h le mercredi, pour me laisser le temps d'aller déjeuner avec ma nièce et revenir au travail, ils mettaient les réunions qu'à 15h. Ça a duré pendant 2 ans. Donc, en fait, il y a des choses qui existent. Donc, quand je vous entends, j'ai vraiment l'impression, il y a des entreprises françaises qui font, L'Oréal, l'autre c'était Takeda, où j'avais le couffin de ma nièce, Société Générale, ma nièce, elle venait, je la gardais une journée avec moi dans mes bureaux. Mais est-ce que Chouchou n'était pas particulièrement sage quand même, parce que... Ah non, Chouchou, elle partait, elle allait voir un peu tout le monde, et elle a été adoptée. Donc, il y a des choses qui existent, et j'ai vraiment l'impression qu'à travers ce cafouillis familial, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, je suis consultante en stratégie d'entreprise et ça se passe très bien. J'ai fait des grandes études, j'ai été sportive de haut niveau et j'ai l'impression que ce soir, on ne parle que des problèmes. À quel moment allons-on
parler des choses qui réussissent. Est-ce que c'est parce qu'on ne suit que les gens qui ont des problèmes? D'accord. Et dans ce cas-là, finalement, ils sont plus visibles. À quel moment on parle de ceux, finalement, qui passent à travers? Ce qui se passe bien, oui, c'est bien. Voilà. Ça fait du bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à nous dire sur ce qui va bien? Ah, apparemment, toutes les mains se baissent. Oui? Un truc qui va bien? Apparemment, moyen. Ah bon, on va positiver. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voulais parler d'un sujet qu'on n'a pas tellement abordé, qui fait partie de la société et de l'anxiété d'un petit peu tous les parents et les grands-parents. Je voulais parler de l'influence d'Internet, des réseaux sociaux, par exemple de TikTok, où on a un peu de mal à expliquer ce qui se passe, faut-il encore l'avoir regardé, parce qu'ils regardent ce genre de choses entre copains, entre copines. Donc je voudrais savoir, avec l'évolution du monde, s'il y a encore une possibilité que ça change, de pouvoir expliquer, ou est-ce que c'est trop tard? Alors, qui veut répondre? Ah, Jean se rencogne. Boris Cyrulnik, Alors, vous allez être le plus courageux. Les écrans, avant 3 ans, sont toxiques pour le système nerveux des bébés. Un bébé qui est sécurisé, hypnotisé, médusé par un écran a un retard de langage parfois impressionnant, puisqu'il est même arrivé qu'on croit que cet enfant était autiste alors qu'il ne l'était pas. Mais fréquentant un écran qui est une excellente nounou, parce que le bébé est médusé, il n'apprend rien. Après la pandémie, les enfants avaient un petit retard de langage, mais dès que la vie est revenue, ils ont rattrapé leur retard très rapidement. Pour l'adolescence, les écrans ont un autre danger. C'est soit le refuge, quand on a peur de la société, on se refuge avec un écran, on fait des jeux et on oublie le temps. On n'est pas socialisé, mais on souffre moins parce qu'on est complètement anesthésié. Et là, il y a une autre grande difficulté, c'est que ça fait le clan, exactement comme dans les périodes de guerre, où on ne fréquente que les gens qui pensent comme nous. Alors, c'est-à-dire que toutes les informations sont biaisées, puisqu'on si on ne fréquente que des gens qui pensent comme nous, on a ce qu'on appelle un biais de confirmation. Si vous pensez comme moi, je vais penser que vous êtes d'une grande intelligence. Et ça fait une clôture, il n'y a plus de débat démocratique. Ça fait des clans. Fourquet parlait de grumeaux, d'archipels. Et là, ça, c'est la préparation à la haine, qui joue un rôle important dans la violence des enfants aujourd'hui. Dès l'instant où le clan est clos, on est très bien dans le clan. Il y a un langage totalitaire qui se met en place, c'est toujours les mêmes citations, c'est toujours les mêmes références, c'est-à-dire c'est les slogans, c'est-à-dire c'est l'arrêt de la pensée. Et celui qui est dans le clan d'à côté, il n'a pas appris la même récitation, c'est un autre langage, donc il est haïssable. Et on voit ce qui se passe dans les quartiers où on fait des clans pour une rue près, pour un vêtement près, pour un insigne près. Alors je pense que l'écran, c'est le contraire du village. Dans le village, on doit rencontrer des gens qui ne sont pas notre avis et on doit apprendre à parler avec eux. Et le village, c'est la mauvaise équipe de football, c'est l'orchestre minable, mais c'est tous les copains qui jouent, qu'on rencontre et avec qui on fait la fête. Ce n'est pas du tout le cas des écrans qui sont en train de jouer un rôle majeur dans le développement du langage totalitaire et dans la haine qui se développe chez les jeunes aujourd'hui. On va devoir clore doucement. Encore 2 questions. Vous avez vu, j'ai fait ma petite tête, ça a marché. Parce qu'on débat très bien de tout ça pendant des heures. Madame. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Jade, j'ai 17 ans. Et du coup, c'est ma dernière année au lycée. Il y a une question qui me tracasse énormément en tant que jeune et qui tracasse aussi mes parents. C'est la question des études.
Les études, on sait que c'est un prix, ça coûte cher. Il y a certains parents qui ne sont pas en capacité d'offrir ça à leurs enfants, parce qu'entre le prix des études et le prix du loyer, parce que moi j'habite à 1h30 de Paris, alors que je suis dans le 95, si vous voulez tout savoir, il y a des personnes qui malheureusement n'auront pas la possibilité de faire ce qu'ils veulent, parce que leurs parents ne pourront pas leur offrir ça. Donc il y a certains parents qui se remettent en question. Est-ce que je veux faire des enfants pour moi, ou est-ce que j'ai envie que eux derrière puissent avoir une jolie vie, mais derrière j'ai pas les capacités financières? Comment l'État peut nous aider? Parce que moi aussi, j'ai pas envie d'être à 100% dépendante de mes parents. J'ai envie de faire de grandes écoles, mais malheureusement ça coûte extrêmement cher. Où est-ce que je dois chercher? Je connais une étudiante qui était à Sciences Po. Elle était boursière. Elle a fini avec 100 € de bourse pour payer un loyer, pour aller à l'école. Je trouve pas ça normal. Et c'est une question sur laquelle on n'appuie pas assez, une question dont on ne parle pas assez, et je trouve ça nécessaire parce qu'il faut pouvoir être en capacité d'aider les parents qui ne peuvent pas fournir à leurs enfants les rêves qu'ils ont malheureusement, et pour nous aider nous en tant qu'étudiants, parce qu'au bout d'un moment on en a marre, quoi. La vie elle coûte cher, et aller trouver du travail, mais on n'a pas que ça à faire quand on est étudiant, on doit travailler les cours à côté pour essayer d'avoir les diplômes, et le but c'est pas que l'élite elle se reproduise entre elles, c'est aussi que nous on puisse avoir accès à certains postes et à certains diplômes. Je vous remercie. Bravo. Madame par ici. Bonsoir. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire mademoiselle, parce que moi, mes parents n'ont pas fait d'études, n'avaient pas les moyens de financer mes études. J'ai fait mes études avec un prêt étudiant, j'ai travaillé à côté, j'ai fait une grande école, donc c'est possible, et c'est pas l'État qui m'a aidée. Une dernière question? Oui. Ah bon, ça y est, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez énormément levé la main. Vous avez le triceps très j'allais pas y musclé. arriver. Non, parce que Debout, lève-toi. Allez. Je pourrais parler très longtemps. Très honorée, monsieur, de vous rencontrer enfin. Je travaille en pédopsychiatrie dans un grand hôpital parisien. Voilà. Donc, je pourrais aborder tous les thèmes qui ont été évoqués ce soir. Le handicap. Alors, être parent, moi, ma question, en ce moment, c'est devenir parent. J'ai eu des traumatismes de l'enfance. J'ai eu un père, mais qui n'a pas fait sa fonction. J'en ai eu des séquelles, mais la résilience, j'en suis la preuve que ça peut fonctionner. Il s'est passé 10 ans quand même. Donc aujourd'hui, j'ai 38 ans passés. Et ça va faire 2 ans grâce à la loi 2022 sur la possibilité aux femmes seules et aux couples de femmes d'accéder à la PMA AMP. Je ne pensais pas un jour pouvoir entrer dans ce processus qui est très dur, voilà, pour y être dedans et vivre que des échecs. Voilà. Aujourd'hui, hier, j'aurais pu être peut-être une maman et malheureusement, c'est encore un échec. Voilà. Je suis émue d'en parler. Vous avez fait combien de tentatives? Alors, il y a eu des inséminations, ce qu'on appelle les ICSI. Et en fait, moi, mon témoignage, un peu aussi pour toutes ces femmes et aussi ces hommes, parce qu'on sait bien que la PMA, de base, était pour aider les couples. Grâce à cette loi, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se revendiquent. Moi, je me considère un peu féministe aussi, peut-être aussi par mon histoire. C'est pas parce que j'ai eu un père, qui a fait ce qu'il a pu, on va dire, que je ne peux pas accéder à être mère. Mais en tout cas, là, c'est dur. Voilà, c'est dur, il y a une forme de deuil à faire. Ça commence à évoluer. On va parler de double don, de choses un peu abstraites pour moi aujourd'hui. J'ai pas envie de renoncer à ce besoin d'être maman, d'accompagner, parce qu'on fait des enfants pour soi, soyons honnêtes. Au départ, c'est un peu égoïste, on me dit j'aimerais avoir un enfant. C'est un projet de vie qu'on travaille avant même la conception. Donc moi, ça fait 2 ans. Heureusement que je suis entourée d'amis qui me prennent dans leurs bras quand je pleure, qui m'encouragent, etc. Pas plus tard qu'hier, par exemple. Et donc je trouvais que la petite anecdote du jour, c'est que mon père est décédé le 15 octobre, il y a 10 ans. Donc pour moi, c'était un symbole assez fort aussi, d'être là aujourd'hui et de pouvoir accéder à cet échange et témoigner. Et en fait, ma question, je ne sais pas si c'en est vraiment une, c'est... alors d'abord, merci au gouvernement d'avoir permis cette possibilité.
Et comment on accompagne, en fait, comment on m'accompagne, parce que je trouve que c'est très compliqué. Moi, personnellement, je me sens objet de soins. Lundi, vous avez rendez-vous, mardi, vous n'avez pas rendez-vous, mercredi, vous avez rendez-vous. On vous appelle une demi-heure avant le rendez-vous pour vous dire finalement, ça ne sert à rien de venir, l'embryon n'a pas tenu. Enfin, c'est très traumatisant. Et en Vous fait, ne vous sentez pas assez bien accompagné psychologiquement? Je ne veux pas apporter de jugement, parce que je pense que chacun fait comme il peut à son niveau, mais en France, peut-être on n'est pas aussi bon que ça dans ce domaine. Enfin, voilà, j'aimerais savoir peut-être Anna Roy ce qui peut être travaillé en interne sur la suite pour nous aider, nous femmes, à espérer être maman. Parce qu'il y a 38 ans ou 39 ans, on va me dire, en fait, vous êtes peut-être infertile. Mais ça, personne ne peut le savoir. Qu'il y a un manque d'accompagnement, c'est certain. Enfin, d'autant plus, je le disais tout à l'heure, avec l'accroissement des contraintes hospitalières. C'est vrai que certainement... Et puis, au-delà même de ça, il y a toujours en France cette idée quand même que la santé mentale, c'est un petit peu moins important que la santé physique, et que donc, si le physique est pris en charge, alors tout ira bien. C'est très vrai en PMA, mais c'est vrai aussi pendant l'accouchement, c'est vrai dans tous les grands événements de la vie des femmes. Et donc votre désarroi, je le comprends très très bien, je vois très bien. C'est-à-dire que vous êtes effectivement un objet de soin. Je pense que c'est exactement, vous ne pouvez pas mieux décrire, et que vous manquez certainement de rondeur, d'empathie, bien sûr, qui est tout aussi important, et qui même, à mon avis, permet que les soins se passent mieux et réussissent en plus. Et là, peut-être qu'on a, nous, une responsabilité aussi là-dessus dans les médias. Vous le disiez tout à l'heure, Boris Cyrulnik, de transmettre votre parole, et c'est ce qu'on fait quand même beaucoup, on essaye, mais c'est jamais assez. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, même si c'est vrai qu'on aurait bien continué. Je suis désolée, on n'a plus le temps, mais merci 1000 fois d'avoir enrichi ces débats. Je ne sais même pas si c'est des débats, sur les réflexions. On a raisonné ensemble sur peut-être ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies. Et puis c'était pas mal de terminer avec cette envie viscérale d'être maman avec vous, qui est très touchante. Et merci pour votre courage, pour tous vos témoignages. Et merci à nos 4 experts et à Madame la Présidente de nous avoir reçus. Merci beaucoup.